Bonsoir à tout le monde. Merci. Donc bienvenue à la 125e conférence du Pôle Info Santé. Ah pardon. Organisée par le CHU et l'Espace Mendes France. Ces Pôles Info Santé existent depuis 1993. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand même. Et il y a toujours du monde. Ce soir, encore plus que d'habitude, mais je crois qu'on affiche complet, en fait. Alors, ces rendez-vous ont pour objectif de faire le lien, de créer un lien entre les professionnels de la santé et le grand public. Donc ça va être encore le cas ce soir. Vous pourrez poser des questions à la fin si vous le souhaitez. C'est l'occasion idéale. En fait, Monsieur Sapanier, vous allez parler debout, c'est ça ? C'est ça ? D'accord. Donc ce soir, comme vous le savez, la conférence a pour thème la médecine légale, la médecine de la violence. Ce n'est pas un sujet très facile, évidemment. Alors, nous avons tous en tête les nombreux films de cinéma ou les séries télé dans lesquels on voit le travail des médecins légistes. Alors, ce n'est pas forcément toujours la réalité, mais peut-être on en parlera, je ne sais pas. On les voit généralement faire des autopsies, des prélèvements ADN, pour fournir une explication à des morts suspectes. Mais c'est aussi la médecine des vivants, en fait, pour les personnes qui ont subi des violences et qui doivent faire constater des traumatismes. Ça, peut-être, on voit moins ça dans les films. Alors, ce soir, nous avons quatre invités pour parler de ce sujet. Donc, pour l'instant, nous en avons 3, mais elle va arriver. Alors, excusez-moi, je me suis... Voilà. Donc, le docteur Michel Sapanier, chef de service de médecine légale au CHU de Poitiers, que vous connaissez peut-être aussi pour ses livres. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus faire des dédicaces juste avant que ça commence. Des livres à partir de vos expériences, on peut dire ça. Non dénués d'humour, on peut dire ça aussi. Oui, il y a des lecteurs. Ouais. Combien de personnes ont lu des livres de Michel Sapanier ? Ah, quand même. Ah oui. D'accord, c'est un rendez-vous de fans. Ça fait combien d'années que vous écrivez des livres, en fait ? En fait, j'ai fait une pause là pendant quelques années, mais j'en ai écrit 3 dans les début des années 2010. Et là, le 4e sort le 23 janvier, pour ceux qui ne le savent pas encore. Petite promotion. Et vous en avez pas amené là pour... Non. Bah non. Aujourd'hui, je suis sérieux. Très bien. Le docteur Caroline Robin, médecin de PMI à la Maison départementale de la Solidarité à Genet-Marigny. L'adjudant-chef Muriel Mounier, commandant d'unité spécialisée en enquête Mélanie. Et puis, elle va vous expliquer ce que... Oui, moi je ne vais pas vous l'expliquer parce que sinon je vais faire la conférence à votre place. Et enfin, nous attendons le docteur Alexia Delbreil, psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers, qui a effectué un travail de recherche sur les violences conjugales. Vous confirmez ? Donc le docteur Sapanier va se charger de l'introduction. Il va donner une définition de la médecine légale, son histoire, son évolution. Vous allez parler des autopsies. Okay. Le docteur Caroline Robin évoquera la mort inattendue du nourrisson. Parlera des investigations, l'accompagnement des parents. C'est ça. L'adjudant-chef Muriel Mounier nous parlera de l'espace Ilios au CHU de Poitiers et les particularités des auditions chez les enfants et les adolescents victimes de violences. Et enfin, le docteur Alexia Delbreil évoquera la prise en charge des victimes de violences conjugales à l'unité médico-judiciaire. J'espère qu'elle va arriver. Donc à la fin de toutes ces interventions, elles vont s'enchaîner en fait. Moi je vais m'éclipser et à la fin de toutes ces interventions, vous pouvez poser des questions. Donc on fera circuler le micro et aussi si vous le souhaitez, il y a des petits papiers qui vous ont été donnés si vous préférez marquer vos questions par écrit et puis me donner discrètement le papier. Enfin, voilà. Pensez à écrire en majuscule que je puisse bien vous lire. Vous avez aussi un questionnaire de satisfaction que vous pouvez nous remettre à la fin.
Vous pouvez mettre des suggestions pour les prochaines conférences si vous le souhaitez. Voilà. Sachez que cette conférence est filmée et vous retrouverez la vidéo ainsi que les PowerPoint sur le site internet du CHU et de l'Espace Mendes France. Voilà, je vous laisse la parole et puis je vous retrouve à la fin. Merci. Voilà, vous avez déjà, rien qu'à l'intitulé des différentes thématiques qu'on va aborder, une petite idée de ce qu'est la médecine légale. En fait, je ne voudrais pas que mon titre crée une ambiguïté. Ce n'est pas que la médecine des morts. Je vais vous parler de la médecine des morts. Mais ce sont, en fait, c'est l'ensemble de l'activité de médecine légale qu'on va vous exposer aujourd'hui, de telle façon que vous compreniez quels sont les enjeux de société qui impliquent le médecin légiste au travers de son activité, qui donc concerne une activité de thanatologie, thanatos, la mort. Donc là, on est dans le noyau dur de la médecine légale, c'est l'image que vous en avez habituellement, c'est-à-dire le médecin légiste qui fait l'autopsie en faisant des plaisanteries idiotes. Et puis, on a un aspect de prévention et de santé publique qui est totalement ignoré et qu'on a beaucoup de mal à faire émerger parce que, en fait, on travaille pour la justice, on ne travaille que pour la justice, on travaille sur réquisition, commission d'experts. Donc on n'a pas de consultation ouverte, vous ne pouvez pas venir à l'unité pour faire constater des violences sans déposer une plainte avant. C'est quelque chose qui va être une évolution dans les années à venir, qu'on espère mettre au point. Mais pour la santé publique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a au Canada, par exemple, le coroner, l'équivalent du médecin légiste français, va étudier les problèmes d'intoxication alimentaire, les problèmes des accidents de la route, etc., comme on le fait nous. Mais derrière, il va émettre des recommandations et même des fois émettre des recommandations qui s'imposent, c'est-à-dire en fait faire des règlements. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On est une médecine au service de la justice, avec tous les avantages et les inconvénients que ça suppose. Et on est donc quelque chose qui est assez peu connu finalement du grand public en dehors des grandes idées sur le médecin légiste et les morts. Pour les vivants, il y a un secteur d'activité qu'on va vous faire découvrir qui est très large. En gros, finalement, la médecine légale, c'est la médecine des situations de violence. Voilà, on pourrait la résumer comme ça. Alors dans mon titre, il y a marqué son histoire, son évolution. Je ne vais pas remonter aux origines, parce que l'autopsie, ça existe depuis quasiment toujours, et les victimes également, et les constats de victimes également. Simplement, je vais vous parler de notre histoire locale au travers de quelques diapositives. Alors, on a eu un grand changement en 2011. C'est assez récent. Enfin, pour moi, 2011, c'est hier. Moi, je fais de la médecine légale depuis 1987. Donc, vous voyez, ça vous donne un ordre de grandeur. J'ai connu la médecine légale de la fin du XXe siècle, qui n'était pas extrêmement différente de celle du XVIIIe siècle. Voilà. Dans son schéma d'organisation. En 2011, donc avant 2011, il y avait chaque procureur avait son petit légiste dans son département, réussissait à le faire travailler. C'était des gens qui faisaient ça après leur journée de travail normale, c'est-à-dire après la journée de consultation, en période de grippe, 80 malades dans la journée, paf, il allait faire son autopsie dans son coin. Bon, depuis 2011, on a centralisé toutes les autopsies sur les CHU, et donc c'est une centralisation obligatoire, il n'y a pas le choix. Quand il y a une autopsie qui est déterminée, quand l'indication est posée, pour la région Poitou-Charentes, parce qu'on reste sur le schéma régional antérieur, c'est le CHU de Poitiers qui est compétent. À côté de ça, donc à ces différents instituts de médecine légale sont adossés des unités médico-judiciaires pour les vivants. Et donc là, c'était la grande création également de la réforme de 2011. Donc à Poitiers, nous avons, enfin le CHU, on va dire plus précisément, est à la fois institut de médecine légale et unité médico-judiciaire. Vous voyez que l'unité médico-judiciaire, elle a pas, enfin vous ne le voyez pas ici, c'est pas évident comme ça, mais
elle n'a pas une compétence régionale, elle a une compétence départementale. C'est-à-dire que normalement, on ne travaille que pour la Vienne, pour les vivants. Et pour les morts, on travaille pour toute la région. Il n'empêche que si on a des avis qui nous sont demandés d'Angoulême ou de La Rochelle, bon, on les donnera, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas d'unité médico-judiciaire dans chaque département, et c'est tout à fait dommage pour ce qui est de la prise en charge des victimes vivantes. Alors, la médecine légale au CHU de Poitiers, c'est une équipe. 8 légistes hospitaliers qui sont, ça c'est une volonté politique très forte de M. De Witt et de moi-même, qui sont à temps partagé. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'un praticien ne fasse que ça à longueur de journée. Si de façon chronique, vous faites les morts, les victimes vivantes, les victimes de viol, les morts, les victimes vivantes, les victimes de viol, au bout d'un certain temps, vous pétez un câble parce qu'il y a une contrainte psychique majeure et qui est extrêmement difficile à vivre, c'est assez facile à comprendre. Donc le principe, c'est que j'envoie les uns et les autres faire autre chose, un certain pourcentage de leur temps. Alors de temps en temps, ça ne leur plaît pas, parce que ouais, je veux faire médecine légale, je ne veux pas faire autre chose. Oui, d'accord, mais pour ta santé mentale, c'est un bon truc. On a également 3 médecins généralistes libéraux qui sont liés par convention au CHU de Poitiers et qui nous font les examens de garde à vue au commissariat de police. 2 internes ou 3 internes, ça dépend, donc j'en ai une dans la salle, j'en ai au moins repéré une, des stagiaires, juristes, futurs avocats, psychologues, etc., etc., des externes en médecine, il se paraît qu'ils se battent pour venir dans le service. Nous avons 2 secrétaires, ce qui est, bon, pas assez, 5 agents d'amphithéâtre ou agents de chambre mortuaire, leur titre est un peu difficile à déterminer exactement parce que on est dans le flou, mais il faut savoir qu'ils sont communs à la médecine légale et au décès hospitalier. Et bon, c'est vrai que le CHU fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas sauver tout le monde. Et donc, effectivement, on a environ 2000 corps qui transitent par la chambre mortuaire du CHU, mais qui ne concernent pas la médecine légale, sauf pour sa gestion commune avec la médecine légale. Et donc là, ils ont un rôle absolument essentiel en matière de restauration après les autopsies, et c'est un travail qui mérite l'admiration. Ensuite, on a du temps de cadre, voilà, puis 2-3 bricoles encore. Et la médecine légale, en dehors d'une équipe, c'est aussi des collaborations avec les services, parce que c'est tout le CHU qui peut être requis, missionné pour ces différentes missions. Le service des urgences, qui va voir les accidents de la route et les alcoolémies. La gynéco-obstétrique, à qui on a confié tout ce qui est agression sexuelle. La pédiatrie, lorsqu'on a un problème avec les enfants. La gastro-entérologie, dans certains problèmes de viol. L'imagerie médicale, bien évidemment. La toxicologie pour les dosages de drogue, de toxiques, les empoisonnements, etc. Virologie, bactériologie, parce qu'on peut aussi mourir de mort naturelle et se retrouver dans les pattes du légiste, qui est bien content de pouvoir dire qu'il y a un virus ou une bactérie qui est à l'origine du décès, et en particulier pour les morts inattendues du nourrisson, où les virus et les bactéries ont quand même un rôle particulièrement important. Bon, il y a l'anatomopathologie pour les examens des prélèvements, etc. Alors j'ai mis 3 petits points parce que forcément j'en oublie dans la liste. Il ne faudra pas que les chefs de service m'en veuillent, bien évidemment. Voilà le type d'activité qu'on a depuis 2011, c'est-à-dire une activité grosso modo croissante. Alors pour les morts, voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Hein. C'est pas qu'il y en ait plus qu'avant, mais c'est simplement que le parquet, enfin le procureur de la République devient suspicieux dans toute la région. Et chaque fois qu'on ne meurt pas à l'hôpital dans des conditions normales, on se pose des questions sur la mort. Est-elle naturelle? Est-elle liée à un empoisonnement? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un accident? Ou est-ce que c'est un crime? Voilà. C'est pour ça qu'il y a un gros décalage, en fait, entre le nombre d'autopsies qu'on fait et la réalité des crimes et des délits dans la région. Pour l'activité UMJ, c'est pareil. Il y a de plus en plus, alors 2 constats de violence. Je n'irai pas dire qu'il y a de plus en plus de violence. Il faut que vous sachiez que dans la région, mais comme dans toute la France, on est à un taux de criminalité qui concerne les personnes qui est extrêmement faible. Hein, on est très bien situé dans l'ensemble des pays. Et dans notre histoire, on a connu des périodes absolument dramatiques, où il y avait beaucoup plus de morts que maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez les vivants? On fait
des examens de garde à vue au commissariat, tous les examens de victimes, y compris sur des demandes pour des réfugiés, pour asile politique, y compris pour des mineurs étrangers isolés qui demandent l'asile, etc. En 2019, quelques chiffres, on a donc fait 518 dossiers de décès. Alors, comme je vous dis, l'indication du décès, c'est la mort apparaît suspecte ou pourrait être suspecte ou pourrait impliquer un tiers. Alors, accident du travail, accident de la route, ça, ok, c'est classique. Mais un accident domestique, on peut aussi imaginer que quelqu'un a essayé de tuer son conjoint en le poussant dans l'escalier ou des choses comme ça. Faites jamais ça, ça marche pas. Le jour où vous faites ça, le gars il se fait une entorse, puis après, il se venge. Voilà, il ne faut pas imaginer qu'on fait le crime parfait en simulant un accident, ça marche quasiment jamais. Sur ces 518 dossiers, donc on a fait, on va finir parce que c'est une projection, mais là on est déjà au 12 décembre, donc j'ai à peu près mes chiffres. 295 autopsies, 408 scanners, parce que tous les corps passent au scanner avant, ou presque. 740 examens complémentaires, variés. On a passé dans l'équipe 30 jours aux assises, au procès, et on a passé au moins la même chose avec les juges d'instruction sur le terrain à faire des reconstitutions criminelles. Et puis on a, parce que ça c'est déjà pas mal, mais là c'est encore mieux, 2700 dossiers de vivants. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vu d'une façon ou d'une autre 2700 personnes vivantes. Donc pas encore mortes, ils n'ont pas pris rendez-vous pour l'autopsie. Il y en a, oui, c'est-à-dire qu'on les voit vivants et après on les récupère morts. Des mois plus tard, c'est en particulier le cas des violences familiales. Alors, 993 examens de garde à vue au commissariat de police, 1700 examens de victimes dans le service de médecine légale. Alors, pour vous donner un exemple des examens de garde à vue, c'est une activité qui est essentiellement nocturne, puisqu'on a à peu près 30% d'activité dans les heures ouvrables de l'hôpital, et le reste c'est la nuit, avec quand même 60% des activités de garde à vue, c'est examen au commissariat de police après minuit et avant 8 heures. Donc c'est une charge de travail qui est assez intéressante. Pour les violences, un autre petit exemple de statistique, les victimes de violences, voilà, violence non conjugale 83%, violence conjugale 17%. Donc la violence conjugale, c'est le conjoint au sens large du terme. Là, c'est juste la proportion des femmes. On a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Voilà, ça c'est le panorama général de l'activité. Le CHU de Poitiers ne se distingue pas des CHU équivalents. À Besançon, c'est pareil. À Nice, c'est pareil. Bon, eux, ils ont eu la chance d'avoir un attentat terroriste. Donc, voilà, ils ont pu s'entraîner. Je dis la chance, mais bon, je rigole évidemment. Nous, on a comme cible dans la région le Futuroscope, 8e cible au top gun des cibles terroristes. Voilà. Ah bah oui. Non, ah bah Civaux, c'est un peu plus dur. Essayez d'aller à Civaux, vous allez voir. Tandis que le Futuroscope, c'est facile. Voilà, enfin c'est facile a priori. Donc il y a déjà eu des tentatives d'échouer, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ces circonstances-là d'attentats terroristes nous obligent à prévoir des plans d'action pour des afflux massifs de victimes, ce qu'on ne souhaite pas bien évidemment, mais on ne sait jamais. Alors maintenant, la médecine des morts, assez rapidement pour vous faire découvrir qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ne m'ont pas lu. Voilà, c'est d'abord la médecine des morts, ça commence par la levée de corps. Ici, c'est donc pardon, excusez-moi, je me suis gouré de machin. Voilà. Ici, c'est un corps jeté dans la fosse à plongée de Civaux, n'est-ce pas, avec ici le gendarme plongeur qui est en train de faire ses constatations. Bon, en fait, c'était une démonstration de la brigade nautique de La Rochelle, mais dans le principe, il faut que vous sachiez que la gendarmerie intervient dans des circonstances comme ça, sauf que l'eau n'est pas chaude et que l'eau est un peu dégueulasse. Après la levée de corps, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des examens d'imagerie, radiographie, mais surtout scanner et éventuellement IRM, et donc ça va être un de nos prochains sujets intéressants. Et après, évidemment, on passe à l'autopsie. Alors, bon, faites attention aux images, ça peut être un peu choquant. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous cacher la vérité, mais quand même. Bon,
Voilà. Donc la salle d'autopsie, c'est un vrai, c'est pas pour le fun. Ils sont au travail, vous voyez, en fait, il y en a 2 qui travaillent et 5 qui sont sur leur smartphone en train de faire autre chose. En fait, c'est toute une équipe, c'est un travail d'équipe. Bon, là, je dois, dans le lot, avoir un agent d'amphithéâtre qui est en train de nous soutenir le moral, et c'est une bonne chose. Ça aboutit une autopsie à des prélèvements, prélèvements de fragments d'organes qui seront étudiés après, ou prélèvements pour les toxiques, etc., etc. Et puis après, il y a un temps qui n'apparaît pas sur mes diapos, c'est qu'il faut faire un rapport. Alors, un rapport d'autopsie, ça prend du temps. Au total, l'autopsie, c'est en moyenne, on va dire, 3 heures, tout compris, entre le moment où on ouvre et le moment où la salle est à nouveau disponible. Mais en plus, il y a le temps de rédaction. Alors, ça peut être beaucoup plus rapide, ça peut être aussi beaucoup plus long, ça dépend des circonstances. Une fois qu'on a déposé le rapport, quand c'est criminel, ça part à l'instruction, et ensuite, on va se retrouver à la reconstitution criminelle. Ça, c'est un moment très fort. Bon, là, j'ai masqué tous les visages, bien évidemment. Il y a le juge d'instruction qui est assis dans son coin. On est dans les locaux où a eu lieu l'assassinat. Et donc, on va demander au méchant de refaire les gestes qu'il a fait sur sa victime. Mais comme on a pitié des victimes, on prend un mannequin, parce que c'est quand même moins dangereux pour le mannequin que pour les gens réels. Donc là, il lui met d'abord les menottes. Voilà. Voilà, parce qu'on est dans le cadre de pratiques sadomasochistes, et puis après il l'étrangle avec une grosse ceinture, et voilà, il meurt, et après la victime meurt, et après bon, lui dit bien sûr si c'est accidentel, elle aimait ça, voilà. Bon, et donc après on se retrouve aux assises en fait, procès d'assises. Là c'est la salle d'assises d'Angoulême. Bon, procès d'assises, c'est un grand moment du médecin légiste, c'est là où vous allez exposer tous vos arguments, donc c'est quand même un peu stressant. Alors, quelle perspective pour l'autopsie à l'ère de l'intelligence artificielle? Moi, je pense que dans 20 ans, on n'ouvrira plus les corps, et je vous explique pourquoi. C'est assez simple, on a des moyens. Voilà, là, c'est un scanner de surface, d'accord, et ce scanner va nous permettre d'aller en profondeur, au fur et à mesure des images qui défilent. Vous voyez apparaître quelque chose de rouge, ce sont les projectiles. En haut, dans le crâne, autour des dents, c'est les couronnes dentaires et c'est un collier. Vous ne confondez pas. Et donc, à partir de là, moi, je peux faire une direction de tir d'une façon extrêmement simple sur le scanner. Je n'ai pas besoin d'aller farfouiller dans le crâne pour savoir de quoi il est mort d'abord et ensuite quelle a été l'orientation du tir. Voilà, on peut continuer aussi la balle dans le poumon, je n'ai pas de difficulté pour la repérer. Vous voyez, ça c'est de l'imagerie, ce n'est que de l'imagerie. Un scanner injecté, artériographie post-mortem, pour vous montrer les gros vaisseaux du cou. Voilà, il y a les vertèbres, les vaisseaux du cou, carotide primitive, carotide interne, carotide externe. Et ici, une apophyse styloïde, c'est une espèce d'os qui a pu appuyer sur la carotide. Donc on étudie ça, on peut la dissocier, voilà, c'est le même personnage, on peut dissocier les images et travailler ça pour pouvoir réfléchir là-dessus. Alors autre imagerie, par exemple l'IRM. L'IRM va vous montrer la trace d'une ecchymose ou d'un hématome. Ici c'est un hématome de la cuisse, ça c'est l'os de la cuisse, ça c'est toute la cuisse comme en tranche. Donc vous voyez que je n'ai pas besoin d'ouvrir pour aller constater mon hématome et en apprécier le volume. Et ceci nous oriente vers les autopsies soit mini-invasives, c'est-à-dire un minimum de prélèvements, voire virtuelles, comme c'est déjà développé en Suisse, à Zurich et à Berne, où ils ont beaucoup d'avance. Ils ont des robots autopsieurs qui vont donc exclusivement faire des petits prélèvements très limités avec des systèmes d'aiguilles, de la même façon que nous, on peut faire, enfin qu'en médecine, quand vous avez un problème de foie, on ne vous prend pas la moitié du foie pour voir comment il est malade, on vous plante une aiguille dans le foie, on prend un petit prélèvement et après on l'étudie. Alors de façon schématique, je pense que l'intérêt de tout ça, c'est tout simplement de permettre pour la suite un meilleur respect du corps, mais toujours avec cette idée qu'il faut quand même pouvoir répondre à toutes les questions. Donc ça demande des arbres décisionnels qui sont extrêmement complexes. Voilà, avant de décider à un prélèvement, on a tout ça qui a été réfléchi. Donc ça, c'est les applications de l'intelligence artificielle en médecine légale. Je pense que
je vous dis, à Poitiers, un jour, on aura un robot autopsieur pour les problèmes les plus simples, hein, et on gardera l'autopsie réelle pour le criminel avéré, et encore, je ne suis même pas sûr. Voilà, donc je passe la parole à ma consoeur pour la mort inexpliquée du nourrisson. Inattendu ? Puisque vous allez l'expliquer. Oui, je vais l'expliquer. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Moi, je suis Caroline Robin, je suis pédiatre de formation, pas du tout médecin légiste, j'ai jamais fait d'autopsie et je pense que je n'en ferai jamais. Je suis médecin dans le département de la Vienne en service de PMI, de protection maternelle et infantile, et je coordonne depuis 2007 environ le centre de référence de la mort inattendue du nourrisson, qui est au CHU, mais qui est principalement dans l'unité de médecine légale. Et quand M. Sapané m'a demandé de venir avec vous ici ce soir, ça me semblait intéressant de vous montrer un autre aspect de la médecine légale qui est, pour le coup, pas très très connu et qui est assez novateur dans notre région, parce que tous les CHU ne fonctionnent pas comme ça au niveau des centres de référence et de la médecine légale. Donc ça me paraissait intéressant de vous faire découvrir tout ça. Alors, la mort inattendue du nourrisson, qu'est-ce que c'est ? C'est un nourrisson qui décède brusquement dans son sommeil, alors que rien dans ses antécédents connus ne le laissait prévoir. Donc, bien sûr, un drame épouvantable. Et là, quand on est au domicile de ce nourrisson qui vient de décéder, il y a deux possibilités. Soit il y a un médecin qui va constater le décès et qui va se dire « c'est assez clair, il n'y a pas de circonstances suspectes », et on l'adresse vers le centre de référence où il va y avoir des explorations scientifiques, autopsies, etc., entre parenthèses, qui seront aussi réalisées par nos confrères. Mais la deuxième possibilité, c'est que la justice, parce que c'est un département qui est loin ou parce que les circonstances peuvent paraître suspectes, peut dire non, attention, moi je ne suis pas sûre que ça soit une mort naturelle, donc je vais demander au médecin légiste d'explorer ce décès de ce petit enfant. Parce que vous savez, vous avez peut-être entendu parler des syndromes des bébés secoués. Il y a malheureusement des bébés qui ne décèdent pas tout seuls. Donc la question de la justice, elle est très simple. Y a-t-il un tiers responsable ? Le légiste, comme l'a dit monsieur Sapané, lui, se doit de répondre à la justice. Et les familles dans tout ça ? Si la justice n'intervient pas, il y a un protocole très clair au niveau de la Haute Autorité de Santé avec des recommandations de prise en charge. Mais finalement, si le légiste intervient, il pourrait très bien s'arrêter et dire « moi j'ai répondu à la justice, je dis non, il n'y a pas de cause criminelle ». Mais les familles dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé un petit peu de travailler autrement, c'est-à-dire que la position du service, c'est la collaboration étroite entre le centre de référence et la médecine légale, où quand le légiste commence son autopsie et se rend compte que non, il n'y a visiblement rien de criminel dans tout ça, eh ben, il va faire le même travail que s'il avait une casquette uniquement scientifique, faire tous les prélèvements d'imagerie, les prélèvements virologiques, bactériologiques, éventuellement génétiques, pour rechercher toutes les causes de décès médicales, et nous orienter les familles pour qu'on puisse nous les accompagner et les prendre en charge. C'est ce qu'on appelle, nous, le double protocole scientifique et médico-légal, mais qui peut aussi basculer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on commence avec une casquette scientifique et qu'en cours d'autopsie, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, là, on bascule en médico-légal, la justice est prévenue. Et ça fait une double sécurité, et pour les familles, pour qu'elles aient toutes les mêmes explorations, et pour la justice, pour qu'au final, s'il y a quelqu'un qui est intervenu dans le décès de ce bébé, on puisse faire le travail qui va avec, à savoir rechercher les auteurs. Cette orientation des familles vers le centre de référence, elle se fait assez vite parce que dès que le temps macroscopique de l'autopsie est fini, les collègues dans leur rapport, dont parlait M. Sapané, mais déjà leur rapport provisoire dit « Nous ne voyons pas de cause criminelle où il existe probablement une cause de décès naturel. Nous vous demandons la permission d'orienter la famille vers le centre de référence, qui la plupart du temps est fait. La justice suit les recommandations et nous, on peut intervenir et prendre en charge les familles. » Sans cet accord-là, si la justice avait dit non, on ne pourrait pas avoir accès aux familles et leur proposer l'accompagnement et les explorations. Alors on les accompagne dans des démarches qui sont parfois des démarches simplement funéraires, pour les aider à organiser les différentes étapes, les orienter vers un possible suivi psychologique quand c'est le moment. Et puis,
Il y a du temps qui passe parce que tous ces examens qui ont été faits, il y a une 60aine de prélèvements anatomopathologiques. Il va falloir le temps que ça soit examiné. Une fois qu'on a tous nos résultats, on se réunit, les légistes, les anapathes, les bactériaux, les virologues, la radiologue, et on regarde et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut dire aux familles? Est-ce qu'on a une cause qui explique le décès? Une méningite, une infection sévère? Ou est-ce qu'on est simplement sur une vraie mort subite du nourrisson qui, en fait... Avant, on disait mort subite du nourrisson. Maintenant, ça ne devrait être utilisé que quand on n'a pas trouvé d'autres causes une fois qu'on a exploré complètement. Et on oriente ces familles vers une association dont je vous reparlerai tout à l'heure qui s'appelle Naître et Vivre. Si vous avez soit rencontré le cas ou vous intéressez à la thématique, vous pouvez aller voir cette association. Ils ont un site internet qui est très bien fait. Ils ont une ligne écoutant aussi où les parents en répondent et vous pouvez trouver pas mal de choses dessus. On remplit avec tous ces résultats-là des données qu'on met dans ce qu'on appelle l'Observatoire national de la mort inattendue du nourrisson. Et c'est là qu'en rigolant, on dit que le médecin légiste est en fait un acteur de santé publique, parce que si on s'arrête aux explorations demandées par la justice qu'on ne connaît pas derrière, nous, on ne peut pas renseigner les causes de décès, on ne peut pas renseigner les centres de référence, savoir combien il y a de décès par an. Là, on est à peu près à 400 décès par an en France. Moi, si je vous dis sur la région, on a à peu près 10 bébés par an, ça ne parle pas forcément trop, mais 400 bébés par an, en France, ça fait un bébé par jour. Et ça fait encore beaucoup trop. Et donc là, on récupère des données de couchage, d'infection, de choses comme ça, et pourquoi pas après faire une campagne de prévention derrière. Mais en tout cas, si on s'arrêtait à y a-t-il un tiers responsable dans le décès du bébé, on ne pourrait pas récolter ces données. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on pense que ça se passe, la mort inattendue du nourrisson, il faut imaginer, il y a 3 cercles, comme ça. Tant que ces 3 cercles sont étendus, il n'y a pas de souci. Quand ils sont réunis, au milieu, c'est là qu'effectivement l'accident et la mort inattendue du nourrisson du bébé peut survenir. Et ça vous expliquera aussi pourquoi plein de bébés ont dormi sur le ventre et il ne s'est rien passé. Bien, bébés ont traversé cette période-là sans qu'il y ait d'accident. En fait, on prend un enfant qui est dit vulnérable. Peut-être que tous les bébés ne sont pas vulnérables pareil. Il y a des facteurs génétiques probablement qui interviennent, des choses qu'on ne connaît peut-être pas encore. On sait que le tabagisme anténatal pendant la grossesse, c'est un facteur de risque supplémentaire, que les bébés prématurés et les garçons sont plus sujets à ce genre de choses. Après, le deuxième cercle, c'est ce qu'on appelle la période de développement à risque. Le bébé, il doit grandir, il doit maturer certains centres pour sortir de cette période à risque. Et c'est ce qu'on appelle la maturation des centres d'éveil. Vous imaginez, dans votre cerveau, il y a un bouton, un interrupteur, et quand je vais être dans une position difficile, ce qu'on appelle un stress infectieux ou quoi que ce soit, je vais l'allumer, je vais me réveiller, je vais être capable d'appeler à l'aide, de dire des choses. Et ces centres d'éveil, il faut qu'ils se maturent. Et là, il n'y a que grandir. Il n'y a que traverser cette période de 2 à 6 mois. Au niveau des pics de MIN, on en a 2 vraiment, c'est 4-6 semaines et 3-4-5 mois, à peu près. Et puis le troisième cercle, et c'est vraiment là-dessus qu'on devrait pouvoir jouer, c'est vraiment les facteurs environnementaux. Et c'est vraiment ce troisième cercle qui va se propulser vers les autres et faire que l'accident peut arriver. Alors qu'est-ce que c'est ? Je suis couchée sur le ventre, je suis couchée sur le côté, je dors avec mon papa ou ma maman, dans un lit, dans un cododo, sur un canapé, dans un fauteuil. Je suis portée en écharpe, ce qui est très bien, mais je suis tellement enfouie sous maman que je ne peux plus respirer. La température autour de moi et autour de ma tête, elle est trop élevée. Donc, ce qui veut dire que l'air ne circule pas bien et le gaz carbonique que je vais rejeter, je vais pouvoir le réinhaler parce que c'est trop confiné. Ça vous explique par exemple le tour de lit. J'ai un sommeil qui est un peu anarchique. Il y a certains bébés, on sait que c'est une pathologie du sommeil de toute façon. Le tabac, toujours, et un grand facteur, c'est les infections. Tout le petit rhume qu'on va avoir, nous, là, le petit rhinovirus qu'on va attraper, si c'est un bébé qui est sur le ventre, qui est dans la période à risque et qui est vulnérable, effectivement, là, ce bébé-là, il ne fera pas un simple rhume, et peut-être qu'il décédera de mort inattendue du nourrisson. On considérerait comme protecteur actuellement le fait d'avoir une tétine. Alors c'est probablement que le sommeil est peut-être un petit peu moins profond dans ces périodes-là, de partager la chambre, mais pas le lit de ses parents, simplement de dormir dans la chambre de ses parents, l'allaitement maternel et ce qu'on appelle la turbulette ou la gigoteuse, comme vous voulez, parce qu'on est dans des conditions sécures de couchage. Oui, pardon.
Donc en fait, ça se passe comme ça. Tout se passe comme si le nourrisson qui décède ne parvenait pas à se réveiller pour réagir face à un stress vital qui survient dans son sommeil. Et à l'heure actuelle, seule une action de prévention sur les facteurs externes peut permettre à l'enfant vulnérable de dépasser l'âge critique sans décéder de MIN. Alors la prévention, c'est quoi ? Des campagnes nationales de prévention, il n'y en a plus depuis 1993. Et 1993, c'est quand on a dit « je ne dors plus sur le ventre, mais je dors sur le dos ». Et ça a fait passer les décès de 1500 à 500. Donc rien que le fait d'aller sur le dos. C'est quoi ? Ça serait que tous les discours médicaux, je nous mets dedans, soient homogènes. C'est pas ça. Que tous les magazines arrêtent de montrer des bébés mal couchés. On montrerait actuellement plus une femme enceinte avec une cigarette, mais un bébé mal couché, on en voit plein les publicités. Qu'il y ait une législation sur les articles de puériculture, il n'y en a pas. Il y a tout un tas d'objets qui sont soit inutiles, soit dangereux, soit insécures qui sont vendus, et il n'y a pas de législation. Donc on peut acheter ou vendre ce qu'on veut, et on peut même vous écrire en bas « recommandé par des pédiatres », ce qui est complètement faux. Parce que finalement, ce n'est pas une question de mode, et ça ne sera pas une question de mode, on ne redormira pas sur le ventre. Ça, c'est sur le dos, pas sur le côté. Sur le dos, le nez dégagé. Parce que si je suis sur le dos, mais que je suis complètement enfouie comme ça, à un moment, ça va être compliqué. Dans un lit à barreaux, alors un lit à barreaux, c'est les 4 côtés à barreaux. Ce n'est pas les nouveaux lits que vous pouvez trouver qui sont pleins d'un côté, pleins de l'autre. Où il y a un truc super qui vient de sortir, c'est en carton. On dirait un Chronopost. C'est un magasin suédois qui fait ça. Et c'est un carton où on peut dormir en sortant dans la maternité. On est enveloppé, on est couconné. Pas de couette, pas d'oreiller, pas de tour de lit. Pas d'accessoires qui pourraient arriver dans le lit, pas de petits draps au-dessus, par exemple, pour la lumière, les moustiques, etc. Parce que si ça tombe, et que c'est le mauvais bébé, à la mauvaise période, et qu'il a le petit rhinovirus en plus, et qu'il a ça sur le nez, il ne pourra pas appeler, il ne pourra pas se débrouiller, et c'est là, effectivement, que l'accident peut se passer. Donc ça ne reviendra pas en arrière, parce qu'on entend ça, hein, mais oui, mais moi, mes enfants, ils ont tous dormi sur le ventre, ou moi, j'ai dormi sur le ventre. Effectivement, il y avait des raisons pour lesquelles on pensait que c'était mieux, mais ça ne reviendra pas derrière. Et alors, je ne voulais pas vous proposer de prendre l'apéro, parce que je pense que ce n'est pas encore l'heure, mais je voulais vous montrer quelque chose avec mes petites pailles. C'est quelque chose qu'on explique aux parents quand on veut aborder un petit peu la thématique, parce que clairement, personne n'a envie de parler de mort subite du nourrisson, de mort d'un enfant encore moins. En plus, si vous réfléchissez, dans le dictionnaire, il n'y a rien qui dit ce qu'on est quand on perd son enfant. Quand on perd son mari, sa femme, on est veuf ou veuve. Quand on perd ses parents, on est orphelin, mais quand on perd son enfant, il n'y a même pas de nom. Donc ça va avec la douleur indescriptible des parents. Et quand on veut, en prévention, un petit peu expliquer aux gens qui n'ont pas très très envie d'entendre que oui, je le couche sur le ventre, je sais qu'il ne faudrait pas. Mais bon, je le fais quand même. Alors voilà ce qu'on leur dit. Alors, c'est une paille, c'est à peu près le diamètre des voies respiratoires d'un nouveau-né. C'est peut-être un tout petit peu plus petit, mais on n'est pas très loin. On leur dit, pour vivre, il faut respirer. Jusque-là, on est d'accord. Pour respirer, il faut que l'air y passe. Du dessus jusqu'en bas. Jusque-là, on est d'accord. Et je vais vous montrer maintenant les circonstances dans lesquelles l'air ne va pas passer. Et ça peut expliquer dans quelles circonstances le bébé, lui, va être en difficulté pour respirer. Oh, j'aime bien. C'est magnifique. C'est moi qui signe. Alors, si dans les voies respiratoires, vous recouvrez comme ça, l'air, il ne va pas aller de là jusqu'à là. Et ça, c'est quand ? C'est quand je dors sur le ventre, je suis en peau à peau avec maman, mais que je ne peux pas respirer, que je suis dans l'écharpe de portage, ce qui est très bien, mais que je suis ici, il y a le manteau, la turbulette, et j'ai le nez complètement écrasé, je ne peux pas respirer. J'ai mon doudou qui m'est retombé sur la figure, ou j'ai la tête dans le tour de lit. Là, effectivement, ça va être compliqué de s'adapter. L'air, il ne passera pas non plus si c'est pincé. Et si c'est pincé, c'est par exemple quand je dors sur le côté, j'ai une narine qui est déjà appuyée sur le côté, et bien si je continue, je vais pincer les deux, et donc je ne vais pas pouvoir respirer. L'autre chose, c'est si ma paille, elle est écrasée, comme ça. Là, les voies respiratoires, elles sont écrasées, elles ne peuvent pas non plus fonctionner. Là, c'est quand je dors avec mon papa ou ma maman, et que le bras de mon papa, qui fait à peu près une 40aine de kilos, juste son bras sur un petit nourrisson, va venir écraser ma cage thoracique et mes voies respiratoires. Donc la sieste avec son bébé, c'est pas une bonne idée. Et la dernière chose, c'est qu'on voyait la paille, elle est coudée comme ça. Et quand est-ce qu'elle est coudée ?
C'est quand je suis comme ça. Quand je suis comme ça, c'est quand je suis portée comme ça, ou quand je suis dans mon maxi-cosy, ou dans mon doumou, dans mon transat, et que je m'endors, et que là, l'air ne passe pas. Donc, ça permet aux parents finalement de réfléchir à... Quand je vais installer mon bébé dans une position, si je ne sais pas trop, ben, je réfléchis juste, est-ce que l'air, il passe de là jusque-là? Et c'est un outil dont on se sert, merci, pas mal en prévention pour arriver à parler de la thématique qui, je vous avoue, même pour les professionnels, n'est pas si facile que ça à aborder. Et puis la petite association dont je vous parlais, la Très Vive, si vous avez la curiosité d'aller voir, ils ont un site qui est très bien fait sur le plan prévention, sur le plan conseil aux familles, ou si vous avez dans votre entourage des gens qui ont été confrontés à la problématique, ou vous, en tant que, alors peut-être parents, grands-parents, oncles, cousins, etc. C'est des parents formés qui répondent à l'écoute et ils sont vraiment très très aidants. Et au niveau de la prévention, ça nous sert beaucoup. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc je vous prie de m'excuser déjà pour mon petit retard. Du coup, je n'ai pas entendu le tout début. Alors, je ne sais pas si il y a des choses qui ont déjà été dites au niveau de l'organisation. Tout d'abord, pour me présenter, donc, je suis psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers, dans l'unité de médecine légale. Je travaille pour l'unité médico-judiciaire, l'Institut médico-légal, donc sur les deux types d'activités, et également sur les urgences psychiatriques sur un temps particulier de la semaine. Et globalement, comme les autres médecins légistes de l'unité, mon quotidien est réservé à une activité pour le compte de la justice, où on reçoit des missions et puis on leur répond et sur différents actes médico-légaux et on s'adapte à leurs demandes. C'est une activité où je trouve pour ma part que la psychiatrie et la médecine légale se mélangent assez facilement, notamment sur les consultations de l'unité médico-judiciaire qu'on va développer aujourd'hui. À côté de ça, j'ai une activité de recherche universitaire où je travaille sur les violences intrafamiliales et principalement sur les homicides au sein du couple, mais ce n'est pas tout à fait le sujet de ce soir. En ce qui concerne notre structure, donc je suppose que l'activité d'Institut médico-légal et thanatologique a été développée tout à l'heure, donc j'en reparlerai pas. Pour l'activité de l'unité médico-judiciaire, c'est donc un accueil des victimes de violences, d'agressions ou des victimes d'accidents. On va rédiger un certificat médical initial et pour ces personnes-là, alors j'avais mis la moitié de violences intrafamiliales, on est sur un petit peu moins, on est aux alentours de 40% de violences intrafamiliales parmi les victimes que l'on peut recevoir. Cette activité se fait uniquement sur réquisition judiciaire et on va le revoir donc pour des procédures qui sont pénales pour la justice. Et cet acte, en fait, qui est vraiment l'acte initial qui va être fait très rapidement après les faits d'agression, va souvent être poursuivi par plusieurs expertises qu'on va être amené à faire et à suivre ce dossier pendant parfois plusieurs années avant d'arriver au procès. On a un objectif commun au sein de tous ces actes médico-légaux, c'est d'aider à la manifestation de la vérité. Ça peut être de différentes manières, mais globalement, c'est dans un rôle de constat que l'on va faire pour amener un constat médical d'une partie qui va être technique auprès d'un magistrat qui lui fait appel à cet expert dans un domaine qu'il ne connaît pas pour pouvoir étayer sa procédure judiciaire. Le légiste, il est la plupart du temps face à la victime. Vous avez vu tout à l'heure les victimes qui étaient décédées et on reçoit aussi donc des victimes qui sont vivantes. Ça ne fait pas toujours partie de l'image que l'on peut avoir du médecin légiste, notamment par l'image véhiculée par les séries télévisées où c'est une image plutôt anglo-saxonne avec un légiste qui ne voit que des cadavres. En France, ce n'est pas le cas et c'est à peu près la moitié de notre activité quand même où on est au contact direct de patients entre guillemets puisqu'on n'est pas là vraiment là pour faire du soin, on va le revoir, mais
de gens qui ont été victimes de quelque chose. On va commencer ce premier acte médical sur réquisition pour fixer ce qu'on appelle une incapacité totale de travail à la fin, qui va être utile à la justice pour essayer de déterminer, alors il n'y aura pas que ça, mais pour déterminer la juridiction qui va être compétente pour juger. Après, on peut être en contact de la victime, notamment pour ma part, par les expertises psychiatriques qui vont être faites dans un second temps sur ces mêmes enquêtes. Puis, encore dans un troisième temps, ça arrive souvent un petit peu plus tard, plusieurs mois après, on va avoir des expertises d'évaluation du dommage corporel, où là, on évalue les préjudices, les conséquences pour la victime de l'agression, qui va être utilisée pour, sur un plan civil, pour évaluer les indemnités en fait, qui vont être données à la victime. On reçoit tout type de victimes au sein de cette unité. Je vous ai mis ici des femmes en premier. On reçoit aussi des hommes. Et pour des violences qui vont être des violences peu graves, pour lesquelles on a un petit bleu, par exemple, et des violences qui vont être plus graves, avec beaucoup plus de lésions traumatiques, mais pas que. On peut aussi recevoir des victimes qui n'ont pas de lésions physiques sur le corps, mais qui vont avoir un retentissement psychologique à évaluer, puisque on peut aussi recevoir des victimes qui sont par exemple victimes de harcèlement au travail, harcèlement scolaire, harcèlement au sein du couple, pour lesquels il n'y a pas eu d'acte physique. Il y a par exemple aussi souvent les vols à main armée, par exemple, où il va y avoir des commerçants qui vont être victimes d'une agression pour laquelle ils ne vont pas être touchés physiquement. Mais pour autant, il y a quand même quelque chose à évaluer. Et c'est tout ce retentissement psychologique que j'ai mis sur cette photo, les viols, les abus de pouvoir, les humiliations, le harcèlement moral, les hurlements, le mariage forcé, le sexisme, la brutalité. Tout ça va être des choses qu'on est en capacité de pouvoir évaluer, de pouvoir coter. Ici, je vous ai mis la photo d'un enfant, puisqu'on va recevoir des victimes de tout âge. On va commencer du nourrisson jusqu'à la personne âgée, peu importe, tout le monde a accès à l'unité médico-judiciaire. Notre objectif au sein de cette consultation, c'est dans un premier temps de donner la parole à la victime une nouvelle fois. Alors, on dit souvent que la victime, elle va parler et elle va répéter les choses beaucoup au sein de ces procédures pénales. Ça peut aussi parfois avoir un avantage, c'est qu'on n'a pas tous la même manière d'interroger les victimes. Et quand on les interroge sur un plan médical, c'est pas toujours les mêmes questions que celles que peuvent avoir les enquêteurs, policiers ou gendarmes. Et parfois, on a aussi des choses qui viennent se révéler pendant un entretien médical. On est là aussi pour constater la présence de lésions traumatiques sur le corps. Bien sûr, tout ce qui va être visible en blessure va devoir être constaté d'une certaine manière. Il faut pouvoir localiser la lésion, la mesurer, regarder sa couleur, tout un tas de paramètres qui va rentrer en ligne de compte pour pouvoir ensuite avoir une traçabilité complète tout au long de la procédure de cette lésion. On a aussi un rôle de recherche de la preuve. Cette recherche de preuves, elle se fait dans le constat lésionnel, mais elle peut aussi se faire en recherchant l'ADN d'un étranger. Et ça va être particulièrement sur les violences sexuelles, en faisant des prélèvements au niveau des organes génitaux pour aller rechercher matériellement la preuve à apporter à la justice. On va décrire à l'intérieur de ces différents actes le retentissement des faits sur la victime sur un plan psychologique. On ne peut pas se passer de l'interroger sur comment est-ce qu'elle se sent, comment est le moral en ce moment, est-ce qu'elle dort bien, est-ce qu'elle mange bien, et puis aller un petit peu plus loin dans ces informations-là pour essayer d'évaluer premièrement les signes de gravité. Parce qu'une victime, elle ne va pas être bien. Bien entendu, quand on va la recevoir, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être choqué après une agression et même après un accident. Mais il faut pouvoir évaluer si on distingue des signes de gravité qui peuvent nous orienter vers l'éventualité d'une évolution vers un psychotraumatisme au long cours, qui pourrait modifier la durée d'incapacité totale de travail et modifier la compréhension de l'acte par la justice. Ça va nous servir donc à fixer à la fin cette durée d'incapacité totale de travail qui s'appelle ITT. Dans les procédures pénales
ITT, ça veut vraiment dire incapacité totale de travail. Et ça porte extrêmement mal son nom parce que, de manière très brève, on ne tient pas compte du travail, puisque antérieurement, ça qualifiait un travail personnel, donc ça ne qualifie pas un emploi. On peut évaluer une incapacité totale de travail chez une personne qui ne travaille pas, chez les enfants, chez les retraités, chez les personnes au chômage. Et ça, on recherche cette durée à travers la gêne que va ressentir une victime après une agression. Et cette gêne, elle doit être évaluée dans les actes de la vie quotidienne, des actes qu'on fait tous les jours, comme marcher, se lever le matin, aller faire ses courses, prendre son petit déjeuner, être capable de se faire à manger. Il y en a d'autres, avoir une vie sociale, etc., se doucher aussi. Et tous ces actes, on les modifie un tout petit peu pour les enfants, on les adapte à ce qu'ils sont en capacité de faire. Si la victime, elle ressent une gêne, eh bien, elle va avoir une certaine durée d'incapacité totale de travail qu'on évalue en jours. Si elle n'a pas de gêne, ça veut dire qu'elle ne va pas avoir d'incapacité totale de travail, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas victime, ça n'a rien à voir. Ça veut juste dire que ce dont elle a été victime ne la gêne pas pour réaliser ces actes-là de la vie quotidienne. C'est une vraie différence qui est importante du point de vue de la victime. En pratique, donc, les officiers de police judiciaire, policiers, gendarmes, vont venir prendre un rendez-vous auprès de notre secrétariat pour une victime qui a déposé plainte, pour la plupart des cas, mais ça peut aussi être des victimes pour lesquelles le procureur de la République s'est saisi d'une affaire dont il a connaissance, et dans ces cas-là, on n'a pas obligatoirement besoin d'avoir la plainte de la victime. On réalise l'acte médico-légal de constat au sein de l'unité médico-judiciaire et on va rédiger à l'issue un certificat qui peut s'appeler certificat médical initial, certificat de coups et blessures, ça peut porter plusieurs noms. Ce certificat médico-légal, il est uniquement destiné à la justice. Il rentre complètement dans la procédure judiciaire et pour cette raison-là, il doit être rédigé d'une manière un peu particulière. Il faut qu'on arrive à se faire comprendre de la justice. Donc il faut qu'on utilise un langage qui soit plus vulgarisé que ce qu'on a l'habitude de faire sur un terrain médical. Et on doit répondre purement aux questions du magistrat qui sont posées dans la mission. Pour les examens de victimes, c'est quasiment tout le temps les mêmes questions, mais on peut parfois avoir des questions supplémentaires que vont se poser les magistrats et on doit y répondre. On se sert aussi de cette consultation pour évaluer le danger, évaluer la situation dans laquelle vit la victime et pour pouvoir savoir si elle a besoin d'être protégée à un moment donné et si on a besoin de se rapprocher de nos différents partenaires que je vais citer tout à l'heure pour pouvoir proposer une prise en charge à la victime, éventuellement en urgence. On ne fait pas de soins au sein de notre unité, on ne prescrit pas d'ordonnance, on ne donnera pas de médicaments, on ne prescrit pas non plus d'arrêt de travail, on est dans un pur rôle de constat pour la justice, uniquement. Par contre, on est aussi en capacité de pouvoir apporter des conseils aux victimes, de pouvoir les orienter si nécessaire. Et à l'issue de notre examen, si on se rend compte qu'une victime qui n'a pas été aux urgences ou qui n'a pas été voir son médecin traitant aurait peut-être besoin de passer une radio, on va l'orienter vers les urgences. Et puis, on va aussi répondre à ces questions, même si on ne prescrit pas, pour pouvoir lui indiquer à quel moment est-ce qu'elle va devoir consulter son médecin généraliste ou pas. On va les orienter vers les soins nécessaires. Et à certains moments, le légiste va aussi être en face de l'auteur. Ce n'est pas les cas les plus fréquents, mais un auteur peut aussi être victime d'un acte à un moment donné. Le dernier que j'ai vu comme ça, c'était un détenu. Un détenu, il peut être en détention, mais il peut aussi avoir été victime. Les auteurs ils peuvent être examinés au cours de leur garde à vue, où ils bénéficient d'un examen médical. Et ils peuvent être examinés aussi au cours de leur détention, en fonction de leur plainte et de leur demande. Le magistrat peut nous demander une mission particulière pour aller voir un auteur en prison.
Il peut aussi y avoir des rencontres indirectes qui sont finalement assez fréquentes, où on va être en contact avec un auteur de faits, notamment au moment des reconstitutions criminelles et au moment des procès d'assises. Là, on n'est pas là pour l'auteur, mais il y a une interaction obligatoire entre l'auteur et le médecin légiste. Ce sont des cas un peu plus particuliers, mais qui sont nécessaires de citer. Le travail avec nos partenaires, c'est de pouvoir organiser la prise en charge des victimes et aussi la prise en charge des auteurs. On va donc travailler ensemble pour la prise en charge des victimes avec les policiers et avec les gendarmes, notamment si on a besoin de pouvoir les protéger ou si on a d'autres faits à leur amener. Les associations d'aide aux victimes, alors pour Poitiers, j'ai cité le CIDFF et la Croix-Rouge qui sont les plus grosses associations avec lesquelles on va travailler, mais il y en a aussi d'autres, les centres d'hébergement, tous les travailleurs sociaux de police et de gendarmerie et les travailleurs sociaux des maisons sociales, les centres médico-psychologiques obligatoirement, puisque c'est là qu'on va orienter les victimes qui vont avoir besoin d'une prise en charge psychologique. C'est l'orientation la plus fréquente. Et depuis le mois de septembre 2019, on dispose du centre de psychotraumatisme Nord Nouvelle-Aquitaine, qui est basé sur l'hôpital Henri Laborie et qui est dédié à la prise en charge spécifique du psychotraumatisme des victimes d'agressions ou d'accidents. Donc là, on est vraiment sur une consultation qui est très spécialisée et qui va proposer des prises en charge souvent sur des durées assez brèves et efficaces. La prise en charge des auteurs, elle va être orientée avec les policiers, les gendarmes, mais aussi les centres pénitentiaires, les maisons d'arrêt avec lesquelles on peut être régulièrement en contact, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et on participe notamment au stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Le centre médico-psychologique Espace Vienne, qui est le centre médico-psychologique qui est post-carcéral et qui est dédié à la prise en charge des auteurs dans un cadre judiciaire, et les CHRS en répondant au 115 pour la nécessité de pouvoir faire héberger des auteurs si besoin. Je vous ai mis ici les numéros importants à rappeler, le 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales, le 119 pour les maltraitances en enfants et un petit rappel du centre de psychotraumatisme dont on dispose. Merci à tous. Merci avocate pour toutes ces informations. Donc on va faire circuler des micros. Est-ce qu'il y a des questions? Ou sinon j'en pose une moi pour commencer. Docteur Sapané, les robots qui vous remplaceront là bientôt, est-ce qu'ils sont plus précis? Est-ce qu'ils apportent des choses supplémentaires ou ils font vraiment le même travail que vous? Alors d'abord, ils ne sont pas au stade d'une diffusion sur l'ensemble du territoire. Vous savez que les robots chirurgicaux existent. Il y a un robot chirurgical au CHU de Poitiers. C'est une aide, ça ne remplace pas. D'accord. Donc c'est déjà le premier point. D'accord. Ensuite, ça s'inscrit dans une démarche qui est une démarche extrêmement complexe d'imagerie. C'est une assistance à une décision après une analyse des images, et qui est une analyse extrêmement complexe. Donc c'est pas pour tout de suite, mais je suis bien persuadé que dans 20 ans, ils vont arriver. D'accord. Donc votre métier... Ils ne remplacent pas, hein, ils sont là pour aider. C'est une assistance. C'est surtout que l'intérêt majeur que j'y vois, moi, c'est que on peut imaginer qu'un jour, on aura des autopsies sans, je vais le dire vulgairement, mais sans mettre les mains dedans, Oui. c'est-à-dire sans ouvrir des corps, ce qui est un traumatisme majeur pour les familles. Il faut que vous sachiez que, par exemple, dans les attentats de Nice, donc c'est l'histoire, vous la connaissez, c'est un camion qui va créer donc des dégâts majeurs sur tout un nombre de personnes. Il y a une plainte contre l'État pour une autopsie jugée abusive. Parce qu'en fait, avec le simple scanner, vous aviez déjà la réponse à toutes les questions. Donc la question de la famille, mais c'est pourquoi avoir ouvert le corps de mon enfant alors qu'on pouvait avoir les réponses avec le scanner. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention, nous, parce que c'est vrai que les bonnes pratiques actuellement, c'est j'ouvre tout. C'est-à-dire une autopsie, c'est un corps complètement ouvert, c'est d'abord vérifier qu'il y a
des lésions, est-ce que les organes ont un aspect normal ou pas. Ensuite, on va sortir les organes, on va les disséquer. Tous les organes pleins, on va les couper en tranches pour voir si à l'intérieur il y a des hématomes, des tumeurs, etc. Et les organes qui ne sont pas pleins, on les ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Et on fait pareil avec le cerveau. Donc c'est extrêmement agressif. C'est un geste, c'est ignoble, quoi. Hein, dans l'esprit. Oui, déjà votre description. On a besoin de le faire parce que le respect qu'on doit à la personne, c'est d'apporter des réponses à de quoi est-ce qu'il est mort, quelles sont les circonstances, et réussir à faire condamner le coupable. Mais quand vous avez d'autres moyens avec l'imagerie moderne, c'est un petit peu dommage. Alors c'est pas encore rentré dans la réflexion, dans l'esprit de tout le monde, parce que on a ces recommandations européennes qui nous disent faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Sauf qu'elles ont été adoptées en 1999, donc elles ont été conçues dans les années 1990, et en 1990, avoir un scanner pour un mort, mais vous rigolez, ça n'existait pas. On avait au mieux une radio. Bon. Maintenant, actuellement, au CHU de Poitiers, je peux avoir un scanner, une angiographie, une IRM. Bon, ça va, quoi. Si le procureur à l'autre bout veut bien admettre que la parole scientifique, c'est pas juste la parole de l'expert qui a ouvert et qui a regardé de ses yeux, ça peut le faire, mais ça va demander du temps. Et même, je suis pas certain que tout le monde dans mon équipe adhère à cette perspective-là, parce que ça change trop par rapport à ce qu'on nous a imposé, qui était un bon guide. Les recommandations européennes, c'était une bonne chose. À une époque, les autopsies, ça dépendait du praticien. Il y en a, ils faisaient ça n'importe comment. Bon. Et puis dans tous les pays, c'était pas fait pareil. Maintenant, avec les ressources de la technologie, il y a des fois, ça arrive qu'on dise au procureur, écoutez, franchement, j'ai le scanner, j'ai l'examen externe, la cause de mort, elle est évidente, je peux vous la certifier, pour moi, c'est pas utile de faire l'autopsie. Bon, il faut marche arrière. Mais c'est pas facile, il faut pouvoir argumenter. Alors, un vieux comme moi, c'est facile d'argumenter parce que bon, je suis un peu carré, un peu chirurgical et tout. Mais pour les jeunes, c'est plus difficile à penser et à adopter comme mode de fonctionnement. Très bien. Super les descriptions. Quelqu'un a une question? Attendez, j'apporte le micro. Bonjour, quel est le temps moyen entre un décès et une autopsie aujourd'hui? Ça dépend quand vous avez trouvé le corps. Donc s'il a séjourné 2 ans dans un puits, c'est... nous on est requis le temps entre le moment où on nous confie un corps et le moment où on peut le rendre à la famille. Il va se passer dans le meilleur des cas 24 heures et dans le moins bon des cas parce qu'il y a une affluence, parce qu'il y a des fois on n'en peut plus, quoi. Quand c'est arrivé qu'on ait 19 corps qui arrivent dans la semaine. Les 19, il faut les loger. Donc forcément, il y a un petit décalage dans le temps. L'objectif du médecin légiste, c'est pas de tout congeler et de garder au congélateur. C'est pas ça du tout. C'est vraiment de rendre les corps à la famille, restaurés, parfaitement restaurés, au point qu'on a une équipe qui est top de ce point de vue-là. En particulier lorsque les corps sont défigurés, ils arrivent à faire un travail extraordinaire. Et puis, c'est de les rendre le plus vite possible. C'est une évidence. Mais il ne faut rien louper. Donc, il nous faut aussi le temps. Il faut le temps de faire le scanner. Le scanner, il faut le loger dans la programmation du CHU, parce que les vivants restent quand même la priorité pour l'instant. Donc, je pense que ça durera longtemps, puis ça semble souhaitable. Donc, si le scanner, il est pris... si, par exemple, on avait un attentat de masse comme celui de Nice à Poitiers, c'est évident que les scanners des corps, ils vont être faits après les scanners des vivants. Il n'y a aucun problème. Bon, ceci dit, au CHU, on a 3 scanners et en libéral, il y en a aussi. Donc il y a de quoi faire. Si on veut dépiter, ça va vite. Un scanner corps entier, ça va très vite. C'est 3 minutes d'acquisition. 3 minutes dans la salle. Le problème, c'est que derrière, il faut que l'ordinateur travaille. Et il y a un moment, ça bloque. Mais c'est assez rapide. L'objectif, c'est ça. Si vous avez si vous recevez le corps le soir, le lendemain matin, le scanner est fait. Dans le meilleur des cas, l'autopsie est faite dans la foulée. Et puis, le corps peut être rendu le soir même. C'est pas toujours comme ça, en fait.
Mais on a des problèmes de programmation aussi. Quand vous avez une grosse bagarre entre les gens du voyage et qu'il y a 10 examens de garde à vue à faire, pendant que le légiste il fait ça, il ne fait pas une autopsie. Voilà. Donc tout le problème, en fait, c'est de réussir à organiser. En fait, c'est comme un service d'urgence. On ne maîtrise pas les flux. Voilà. Alors on essaie de ne pas trop faire attendre les gens. Mais le délai moyen d'attente en médecine légale est plus long que le délai moyen d'attente aux urgences. Voilà. Je voulais juste compléter la réponse pour dire qu'il y a quand même une attention particulière qui est portée aux bébés dont je vous ai parlé, qui décèdent de mort subite du nourrisson, parce que les bébés vont arriver pour les explorations, pour l'autopsie. Il y a quelque chose qui va compter pour la famille, c'est quand le bébé va retourner auprès de ses parents. On essaye que le délai soit de moins de 72 heures pour qu'il puisse retourner ce qu'on appelle sans mise en bière. C'est-à-dire que sur quelque chose de très pratico-pratique, que les parents revoient leur bébé. Effectivement, il est décédé, mais pas dans le cercueil qui est fermé. Donc là, vraiment, toute l'équipe, alors on parlait d'urgence et de programmation, mais quand il y a un décès de mort inattendue du nourrisson qui arrive, c'est vrai qu'il passe un petit peu en priorité devant les autres par rapport à ce délai qui est un délai légal de transfert de corps. Un corps décédé peut pas transférer sans mise en bière au-delà d'un certain délai. Donc l'équipe fait vraiment beaucoup de choses pour les familles, justement pour que le bébé puisse retourner auprès de ses parents et que les parents les voient autrement qu'une dernière fois à la chambre mortuaire, parce que ça peut compter dans un cheminement de deuil. Une question là-bas. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport en fait à votre obligation déontologique du secret médical et votre collaboration avec les professionnels judiciaires. Du coup, comment ça se gère en fait ? Alors en fait, la réquisition judiciaire nous délie partiellement du secret médical. Pour pouvoir répondre à une réquisition, on a le droit de mettre en œuvre et de dire ce que l'on veut à la justice à partir du moment où elle nous pose la question. Si elle ne nous pose pas la question, par contre, on n'a pas le droit de le dire. Donc il y a un secret médical qui est vraiment partiel. Donc on va partager bien sûr ensemble les informations qui concernent la procédure pour que nous on puisse travailler. Et après, pour le médical, si par exemple il y a un antécédent d'une personne, quand on les voit en examen de victime, je sais pas moi, imaginons la victime que je vois, elle a fait une interruption volontaire de grossesse il y a 5 ans. Si ça n'a rien à voir avec ce pourquoi elle est là aujourd'hui devant moi, je ne vais pas le dire. Parce que ça va faire partie du secret médical. Si c'est en rapport, je vais en parler. Si ça a un impact à un moment donné, c'est-à-dire que ça va interférer dans la lésion qu'elle a ou dans sa durée d'ITT, si ça a un lien quelque part, on est obligé d'en parler. Si ça n'a pas de lien, on est soumis au secret médical. Bonsoir, merci déjà pour votre intervention. Je voulais savoir comment vous vous protégez, vous, comment vous faites pour vivre tout ce que vous vivez et accepter tout ce qui se passe, parce que c'est quand même des métiers très difficiles que vous avez. Donc quel type de supervision, par exemple, vous avez, voilà, comment vous fonctionnez, mentalement ou psychiquement ? Le psychisme du légiste. C'est un sujet de thèse, ça. Hein, c'est pas. Puis après, il va falloir trouver cas par cas, hein, parce qu'il y en a. On sait pourquoi ils font légiste. Il y en a. Enfin, il y a de tout chez les légistes. Hein. Après, comment on fait ? Je sais pas. On fait des enfants, on fait la chasse, on fait du ski hors piste, du jardinage. Enfin, moi, c'est mes petits trucs, quoi. La plongée sous-marine. Je laisse le travail, quand je pars de l'hôpital, normalement, j'ai plus le travail en tête, sauf si je dois préparer une conférence ou des choses comme ça, auquel cas ça va me mener à travailler le soir à la maison. Mais sinon, par exemple, je ne parle jamais de mes affaires à ma femme. Elle les découvre dans les bouquins, c'est beaucoup plus drôle. Et puis, voilà, je lui parle des problèmes que quand j'ai un problème... de gynécologie, parce qu'elle est gynécologue, donc voilà, bon, ça aide de temps en temps pour la datation d'un fœtus. Bon, le pied il fait tant de centimètres, quel âge il a ?
pour voilà, des problèmes comme ça. Sinon, je ne sais pas, je crois qu'on a beaucoup de ressources internes, et puis après, il y a quelque chose, je pense, enfin, comme vous le dites, hein, c'est un métier dangereux. On n'est pas les seuls. Hein. Je dirais, et encore nous, on a de la chance, mais pensez aux agents d'amphithéâtre. Les agents d'amphithéâtre, alors eux, ils sont avec les morts, avec les morts, avec les morts. Ils n'ont même pas de vivants à se mettre sous la main, sauf les familles, mais qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent. Donc, bon. Donc, il y a des fois, ils ont un esprit de corps très, très poussé. On a une équipe très soudée qui trouve des ressources internes, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est difficile. Et puis, même pour les légistes, c'est difficile. Nous aussi, on fait des burn-out. Nous aussi, on fait des... Enfin, comme tout le monde, quoi. Donc, après, un des éléments importants, c'est ce qu'on a... Moi, ce que j'essaie de promouvoir dans le service, c'est les évaluations des risques psychosociaux, c'est l'intervention... alors ça fait partie du projet de service qu'on a, une évaluation du risque psychosocial en médecine légale par quelqu'un de l'extérieur, parce qu'il ne faut pas prendre quelqu'un de l'intérieur, forcément. Donc on va faire venir, je pense, dans l'année qui vient, un thésard en psychologie ou quelqu'un qui fait une maîtrise de psycho pour faire cette analyse et puis après pouvoir s'appuyer dessus pour trouver des solutions. Et dans les solutions, il y a le temps partagé. C'est-à-dire ce temps où vous n'êtes pas en contact. Alors, il faut être clair, on peut faire quand même de la médecine légale et que de la médecine légale, mais vous n'êtes pas forcément en contact avec les images, les odeurs, les cadavres ou avec les victimes vivantes. Parce qu'à l'UMJ, c'est pareil. Les gens, ils souffrent. Bon, d'accord, il y a un menteur de temps en temps, mais de façon générale, les gens, ils vous disent la vérité, ils vous apportent leur souffrance, et après, vous vous retrouvez, oui, à la fin de la journée, avec plein d'histoires de drames familiaux, de violences, de choses insupportables à écouter. Il faut faire avec. À la limite, c'est presque, c'est une charge émotionnelle peut-être pire chez le vivant. Après le mort, bon, il y a un challenge derrière, il y a le faire parler. Attendez que la victime vivante, elle parle. Oui, bon, c'est un petit truc comme ça. Alors bon, Alexia fait de la psychiatrie de la vraie. Hein. Donc à côté du cadavre, il y a la psychiatrie, à côté des victimes, il y a la psychiatrie. J'ai d'autres praticiens qui travaillent à Ma Vie la Santé, donc c'est finalement une structure du CHU où il y a des actions de prévention. Alors bon, elle est sur les actions de prévention de tout ce qui est la sexologie, les complications des actes sexuels, etc., etc. La diffusion de la bonne parole en matière de pratiques sexuelles. Donc vous voyez, là on est dans la vie, on n'est plus dans le cadavre. J'ai un praticien à qui j'ai confié la tâche de faire la certification électronique des décès au sein du CHU. Je pense qu'elle en a pour 2 ou 3 ans de boulot. Donc voilà, au quotidien. Et tout ça fait que, quand vous êtes universitaire, alors il y a d'autres trucs, hein, il y a les conférences, il y a les cours, il y a la presse, il y a le cinéma, il y a la télé, il y a tout ce que vous voulez. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas être constamment à faire que de la victime, que de la victime, que de la victime. Faut pas. C'est comme les urgentistes, hein. Les urgentistes qui voient que des blessés, que des blessés, que des blessés, au bout d'un moment, ils fatiguent. Voilà. Donc il faut, je pense... mais c'est pareil pour les gendarmes. Hein. Vous croyez que c'est que les victimes d'agressions sexuelles, que les victimes d'agressions sexuelles, que les victimes... Bon, il faut s'aérer l'esprit. Et donc le temps partagé, c'est bon pour ça. C'est une des méthodes. Puis après, chacun trouve... il y a la résilience. Hein. On a tous aussi des capacités, mais de temps en temps, on se fait malmener, ouais, bien sûr. Et pourquoi on choisit ce métier, en fait ? Ah ouais, alors là, c'est un autre sujet de thèse aussi. Là, voilà. Et puis après, voilà, Alexia, elle va avoir sa réponse. Moi, je vais avoir la mienne. Les hasards de la vie, la psychologie, ce que le légiste a dans la tête. Comment ? Et pourquoi on ne le choisit pas, ouais. Et après tout, pourquoi vous n'avez pas fait médecine légale, hein ? Ah, je n'aimais pas les odeurs, mais ça, c'est parce que vous ne faites pas le bon rapport d'image. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que telle odeur, c'était plutôt les poisses, et telle autre, c'était plutôt le thé au beurre de yak, ça va déjà beaucoup mieux. Globalement, on va bien. Hein. Je vous rassure.
Bonsoir. Moi, je voulais savoir, en cas de contre-expertise médico-légale ou psychiatrique, comment ça se passe et quels sont les délais approximatifs? Alors, c'est compliqué comme question parce que c'est pas très précis. En cas de contre-expertise, quand on est le contre-expert ou ouais, parce que quand on n'est pas le contre-expert, on est juste mal à l'aise en fait. Quand on est le premier, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Quand on est le contre-expert, les délais ils sont choisis par le magistrat, tout simplement. À n'importe quel moment de la procédure, le magistrat peut demander une contre-expertise d'un acte par un autre expert, pas obligatoirement du même centre, ça peut être de n'importe quelle ville en France. Et on le fait en fait dans le délai qui nous est imparti. Sur les prises en charge, les expertises psychiatriques, j'ai pu faire des contre-expertises qui sont 1 an après la première, par exemple. Et après, on a des délais, mais comme pour toute mission, on a des délais pour rendre nos rapports. Et les délais, et c'était tout dans la question. C'est ça? J'ai répondu à votre question? Alors, il n'y a pas spécialement de contre-expertise en autopsie, hein, ça reste très exceptionnel, parce qu'une fois qu'elle est faite, c'est compliqué hein, de récupérer les organes. Et surtout, il peut y avoir des exhumations de corps, ça existe. Sans autopsie préalable ou après une autopsie, ça existe aussi. Par contre, il y a la dégradation naturelle du corps qui intervient. Et s'il y a déjà eu une autopsie avant, tout dépend de ce que le légiste précédent a fait comme acte et ce qui reste sur le corps. Donc ça, c'est par contre pareil, il n'y a pas de délai particulier. Hein. 2 ans après qu'il ait été enterré, le magistrat il peut dire je fais une exhumation. Mais par contre, le résultat ne va pas être à la hauteur de la première autopsie ou de s'il y avait eu une autopsie au moment du décès, bien entendu. Ça, c'est dû à la dégradation. Le terme contre-expertise, c'est un terme du grand public. Hein. Ça n'existe pas. C'est une nouvelle expertise. Alors, elle peut être décidée soit parce qu'il y a des éléments supplémentaires et qu'on veut d'autres réponses, soit parce qu'on veut un autre regard sur le dossier. Mais nous, on n'a jamais missionné pour des contre-expertises. On est missionné pour soit un complément d'information, soit une expertise. Même si ça porte sur le même objet. Objet au sens général du terme. Oui, il peut y avoir des questions différentes. Il peut y avoir des questions supplémentaires qui apparaissent au fur et à mesure de la procédure. Ou demandées par les avocats. Bonsoir, juste une petite question. Donc là, ça s'adresse à vous quatre. Que ce soit la justice, les forces de l'ordre comme le côté médical. Vous êtes mandaté donc pour intervenir, donc par exemple sur de la maltraitance au niveau des enfants, avec ce qui est passé récemment en loi par rapport à la fessée. C'est quelque chose de très bête ma question, mais vous n'avez pas une surcharge de travail où il y a vraiment un tri qui est fait en amont? Merci. Parce que c'est bête, mais c'est que maintenant le fossé est plutôt, enfin ça va être compliqué entre une petite tape sur les fesses de son enfant ou en effet le papa ou la maman qui tous les jours en colle une à son gamin. Maintenant, dans les 2 cas, visiblement, la personne aura tort. Donc, est-ce que ça ne vous ramène pas plus de travail maintenant, les signalements qui vont être faits, etc. Alors, effectivement, c'est compliqué. C'est tout à fait ça. Plus de travail, moi, j'en ai pas vu plus. Effectivement, ça peut être utilisé en cas de, on va dire, de séparation qui se passe très mal, où un des 2 parents entre guillemets, se sert de ça pour obtenir soit une garde complète ou du moins des droits limités, que ce soit au papa ou à la maman. Hein. Mais après, j'ai pas vu, moi, plus de dossiers. Après, l'enquête est faite, hein, quoi qu'il en soit. Après, les mesures qui sont prises pour... Enfin, juste à mon niveau, moi, au niveau justice, je vais parler pour le procureur de la République, là. Mais au vu de l'enquête, les suites ne seront pas les mêmes. Soit on estimera que c'est un problème d'éducation, et là, c'est plus du domaine du social, et avec des éducateurs qui vont être mis en place pour
après expliquer comment on doit s'y prendre avec les enfants, parce que ça peut être des fois un problème, voilà, les parents ils ne savent plus comment s'en sortir, ou alors c'est vraiment des faits avérés, et là la réponse n'est pas du tout la même. Mais moi à mon niveau, j'ai pas vu plus de dossiers. Après, je suis que sur une partie du département, et c'est gendarmerie, donc après au niveau de la police, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Alors, au commissariat, effectivement, il y a la brigade des mineurs qui existe, où il y a des policiers qui font le travail que je fais. Ils ne s'appellent pas enquêteurs Mélanie, mais sont des enquêteurs de la brigade des mineurs. Et eux aussi ont tendance à traiter tout ce qui est aussi le mineur auteur. Alors que moi, en tant qu'enquêteur Mélanie, je suis spécialisée que pour les auditions mineurs victimes. Voilà. Parce qu'il ne va pas m'empêcher de traiter des dossiers aussi avec des mineurs auteurs. Voilà. Vous voulez peut-être répondre, vous, au niveau de l'UMJ Je ne saurais pas dire s'il y en a plus, j'ai pas la sensation. On a toujours eu, dans le panel de victimes reçues, il y a toujours eu des choses qui pourraient nous paraître comme n'étant pas vraiment de la violence, ou comme pouvant être réglées autrement que sur un plan judiciaire. Et ça a toujours existé en fait. Des choses pour lesquelles il va y avoir un dépôt de plainte, et puis il y a une enquête obligatoire et il y a un examen UMJ, même s'il n'y a rien à constater. C'est l'enquêteur qui décide. D'accord, oui. Oui, ça ne fait pas le système d'entonnoir où vous allez vous payer. Il y a quand même un tri qui est fait avant pour vous. Enfin, c'est quand même. Alors nous, au niveau des signalements qu'on peut recevoir par soit transmis du procureur de la République, déjà quand il y a le 119 qui est appelé, il y a déjà un tri qui peut être fait à ce niveau-là. Déjà, ça c'est une première chose. Quand c'est directement au niveau des services de l'ASE, il y a déjà un tri qui est fait également. Quand c'est des gens qui viennent nous voir, nous directement à la brigade, on a l'obligation de prendre la plainte. Donc, de toute manière, on n'a pas le choix. Voilà. Que ce soit une tape sur les fesses ou que ce soit, entre guillemets, une raclée. Je veux dire, on traite exactement de la même façon. Mais après, le tri, effectivement, quand ça arrive de d'autres services, effectivement, il est fait avant. Parce que, comme je vous disais, sur une claque ou une fessée, parce que les parents sont avec un enfant qui est en train de piquer une crise et qu'on a beau lui expliquer qu'il faut qu'il arrête et qu'il n'arrête pas et que les parents sont à bout et que la fessée ou la claque tombe, parce que on ne trouve plus d'autres solutions, et qu'il y a des signalements qui sont faits, l'ASE, là, par contre, va se mettre en route, je vous dis, parce qu'ils vont estimer que c'est un problème d'éducation, qu'on pourrait y arriver par d'autres moyens. Et voilà. Quand c'est des gens qui viennent directement nous voir, malheureusement, le tri n'est pas fait. Et donc, c'est l'enquête qui va être amenée jusqu'au bout. Et quand on appellera le procureur de la République, avec tous les éléments, le procureur de la République, lui, va prendre la décision derrière. Voilà. D'accord. Et puis encore en amont, parce qu'il y a, nous, toutes les situations médico-sociales qu'on peut rencontrer avec les familles qui ne sont pas dans les signalements, qui ne nécessitent pas forcément, mais qui sont de l'accompagnement quotidien avec les familles, ou comme on dit, comment on fait avec son enfant quand on n'y arrive pas et qu'effectivement, la claque, la fessée est passée. Ce n'est pas forcément des signalements qui vont avoir lieu à chaque fois, parce que nous, on va accompagner ces familles, si elles reviennent vers nous, si on a connaissance de la situation, et après, charge à nous de voir quelles informations préoccupantes on veut faire remonter. Alors nous, du coup, on ne va pas au 119, mais on va à la CRIP, qui est un service du département, et voir après comment l'aide sociale à l'enfance déclenche une évaluation laquelle après peut encore remonter au niveau du procureur s'il y a vraiment des éléments de danger pour les enfants. Mais il n'y a pas vraiment d'entonnoir. En fait, c'est quand c'est le professionnel qui accompagne une famille ou qui recueille, voilà, mon enfant a pris une claque, ou l'institutrice qui nous appelle en disant qu'est-ce que je fais. Il y a un premier travail d'évaluation, de se dire vers qui on va. Est-ce qu'on va d'emblée vers la justice parce que là, effectivement, il y a du danger pour l'enfant, ou est-ce qu'on est sur des ajustements éducatifs et de toute façon de l'accompagnement aux familles derrière, parce qu'effectivement, il y a ce qui va se passer qui va partir au niveau du procureur, mais cet enfant, ça va rester son parent, ça va rester sa famille. Comment on va accompagner la parentalité dans tout ça, dans des situations de violence ou tout simplement d'éducation qui est parfois un peu malmenée, parce qu'être parent, c'est pas tout le temps facile. D'accord. Merci.
Une autre question? Vous parliez des fessées, la loi anti-fessée. Il faudrait pas retenir que parce qu'on ne fait pas la fessée, on va donner une claque. Hein. Entre la claque et la fessée, il vaut mieux sur les fesses, c'est moins dangereux. Mais quand vous disiez est-ce qu'on a augmenté l'activité, alors pour ça je ne peux pas le dire. Par contre, il y a une chose pour laquelle je peux le dire de façon certaine. Le mouvement MeToo, c'était quoi? C'était quand? On a explosé les déclarations de violence conjugale, plus 30% d'une année sur l'autre. Et donc, la parole s'est levée. Ouais. Non, c'est vrai. Pas d'autres questions? On va terminer la soirée. Merci beaucoup. Je pensais qu'il y en aurait plus, moi aussi. Les gens osent pas. Je sais pas, ils n'ont peut-être pas osé sur les violences conjugales. C'est le seul. Ah si, il y en a une question là. Une petite question encore. Merci. Bonsoir. C'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous faisiez les autopsies et que vous regardez. Est-ce qu'il vous arrive de découvrir des choses qui n'avaient rien à voir, par exemple avec l'accident ou avec le meurtre? Oui, bien sûr. Ou, voilà, ou par exemple, mais cette personne avait un cancer. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Il y a des découvertes, oui. La difficulté, c'est que les personnes étaient quand même condamnées finalement. Mais on ne sait jamais. Il y a le suicide, il y a le comment ça s'appelle, l'assassinat altruiste. Je tue ma femme pour éviter qu'elle ne souffre. Oui. Bon, alors quand c'est suivi d'un geste auto-agressif sur soi-même, c'est-à-dire qu'après je la tue et après je me tue, bon, ça a un certain sens. Voilà. Quand le gars se loupe, c'est un peu plus embêtant. Alors après, c'est la justice qui va voir au regard des moyens utilisés. Bon. Mais on fait des découvertes pérotoxiques, oui, bien évidemment. Et ça vous arrive souvent de faire des découvertes qui n'étaient pas, qui n'avaient pas rapport avec le pourquoi vous étiez en train de faire une autopsie? autopsie? Oui, bien sûr, bien évidemment. Hein. La cirrhose du foie, c'est un grand classique. Vous pouvez découvrir des tumeurs, vous pouvez découvrir beaucoup de choses. Mais n'oubliez jamais qu'en fait, la question de la justice, c'est ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable du décès. Oui. Voilà, et dans votre tête, vous vous dites, finalement, quelque part, la personne était condamnée. Ah oui, non, mais ça, c'est pas mon problème. Pas Alors, moi, c'est très clair. Hein. Moi, vous savez, par exemple, on parle d'euthanasie des fois, et donc on dit oui, on l'a assisté dans sa fin de vie, etc. etc. Ok. L'euthanasie, la vraie, c'est-à-dire amener la mort de quelqu'un parce que on souffre tellement que c'est pas possible autrement. Si c'est pas fait dans les règles, d'abord il n'y a pas l'euthanasie prévue en tant que telle, ça n'existe pas. Et si jamais vous faites une décision collégiale, tout le monde est d'accord pour achever la pauvre victime de son cancer. C'était pas ce que je voulais dire. Ça s'appelle un assassinat avec préméditation, en groupe organisé, en bande organisée. Et donc, normalement, c'est perpète. Non, la question, c'était surtout, est-ce que dans votre tête, qui n'a rien à voir, vous vous dites... Elle était condamnée? Peut-être, oui. Oui, voilà, mais c'était après... la question. Hein. Non, je sais très bien que l'euthanasie... Oui, mais... Bon. On est tous... Oui, voilà. Alors, je veux dire un truc, le médecin légiste, il a un énorme avantage sur les autres, c'est que chaque fois qu'il fait une autopsie, il est rassuré, parce que lui, il est vivant et l'autre, il est mort. Oui. Voilà. Mais ça vous donne... Ça relativise beaucoup, tout un tas de problèmes de la vie, hein, très clairement. Maintenant... voilà, moi j'ai pas d'état d'âme, j'ai une mission à accomplir et donc je dirais tout ce que j'ai à dire. Mais vous le dites quand même après à la famille que vous avez découvert. Problème sur l'information faisant suite aux autopsies. Gros problème, parce qu'une autopsie c'est à la demande du procureur de la République ou d'un juge d'instruction et donc c'est soumis au secret de l'enquête.
La violation du secret de l'enquête, c'est 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Donc normalement, je n'ai rien à transmettre à la famille comme information. La seule information que je peux transmettre, c'est au procureur. D'accord. Par contre, le procureur a le droit de dire tout ce qu'il veut. Oui. Lui, il a Oui, le oui, droit. ça, je sais, oui. Voilà. Donc quand vous avez un rapport d'autopsie quand vous savez qu'il y a eu un rapport d'autopsie, c'est pas la peine d'appeler le secrétariat pour avoir la copie du rapport. Bien ça sûr. sera niette. Oui, oui. Voilà. Ça, Et on vous renverra toujours vers l'enquêteur et vers le procureur de la République. Et on ne doit normalement donner copie des conclusions. Après, bon, c'est pas très agréable à lire un rapport d'autopsie. Hein, c'est hyper technique, c'est pas drôle. On ne doit donner ce document que si le procureur nous l'ordonne. Nous, on ne donne pas. Par contre, vous avez droit à un certificat sur les causes du décès. Et ça, c'est autre chose. oui. Le certificat sur les causes du décès, les ayants droit ont droit de connaître les causes du décès, soit parce qu'ils veulent connaître les causes du décès, soit pour défendre la mémoire de la personne, soit pour faire valoir leurs droits par rapport à une compagnie d'assurance ou des choses comme ça. Mais ça, il faut motiver que vous êtes ayant droit, et normalement, c'est au sens successorial, la succession. Donc normalement, ça passe par le notaire. Enfin, c'est très compliqué. Donc en général, on envoie ça. Alors, soit c'est simple, il n'y a pas de problème, et puis dans ma grande bonté, je prends sur moi et je fais le certificat, ou un des médecins fait le certificat de décès, surtout si c'est des morts naturelles. Bon. Surtout que souvent, pour les assurances, ils ont juste besoin de savoir si c'est naturel, accidentel, criminel ou autre. Voilà. Ce que je découvre en plus et qui n'est pas connu, c'est marqué dans le rapport parce que je suis obligé, et puis que là, je suis obligé de tout mettre, mais je ne le dis à personne d'autre. Et le procureur fait ce qu'il veut. Et puis alors c'est toujours pareil, le procureur, alors vous allez faire un courrier, puis vous dites, ouais, j'ai pas de réponse. Rien. Je refais un courrier, ouais, j'ai pas de réponse. Bon, d'accord. Mais le procureur, quand vous êtes occupé, ça va de l'accident mortel de la circulation jusqu'au voleur de poules qui s'est fait prendre sur place, en passant par la fraude fiscale, les détournements de fonds, etc., etc. Il craque sous le boulot. C'est la permanence d'un procureur, mais c'est une horreur. Le mec, il dort pas. Il est au bout du fil, il est prévenu de tout ce qui se passe. Donc c'est un peu évident qu'il y a un moment où ça devient difficile. La transmission d'informations par le procureur, elle est difficile parce qu'il a tellement de choses à faire qu'il ne s'en sort plus, quoi. On ne va pas annoncer à la famille qu'il y avait une maladie. Enfin, c'est ce qu'il voulait dire, la dame, en fait. C'est-à-dire que la famille ne saura jamais on a une s'il y tombe. avait autre chose. Alors, il y a une petite Ce sera le mot de la exception à fin. ça. Si on estime que la maladie qui est découverte peut avoir une incidence sur une fratrie, sur une descendance, par exemple la mort subite du sujet jeune, quelqu'un qui va faire son infarctus à 30 ans, dans ces cas-là, on demande une levée du secret judiciaire au procureur de la République pour pouvoir faire un courrier à la famille sans tout leur décrire, mais en leur disant qu'on a découvert une pathologie cardiaque qui peut être éventuellement génétique et qu'on leur conseille d'aller consulter un cardiologue qui après leur fera un examen, des examens complémentaires et leur donnera une conduite à tenir en fonction de la pathologie qu'on aura retrouvée. Et nous, on informera le cardiologue. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui peut être transmissible. Du coup, pour revenir sur ce sujet-là, toujours, là, du coup, le secret médical, vu que la personne, en fait, elle est décédée, vous lui laissez donc pas le choix qu'elle informe sa famille du fait de sa pathologie, ce qui est fait normalement quand un patient est vivant, on lui laisse le choix. Du coup, là, en fait, il y a possibilité aussi du secret médical, pardon. Oui, alors le secret médical, il persiste après la mort. Mais on ne dévoile pas tout le secret médical. La famille et les ayants droit, donc la famille la plus proche, ascendant, descendant, a droit aux causes de décès. Et donc c'est ça qu'on va leur dire. On ne va pas leur donner l'ensemble des conclusions de l'autopsie, mais simplement leur dire qu'il y a eu un décès d'origine cardiaque qui nécessite qu'eux aillent consulter un cardiologue ou que les enfants de la victime aillent consulter un cardiologue. Moi, je voulais savoir pour la procédure Amélie, si vous aviez des outils en plus de la parole
pour aider à faire parler l'enfant, si vous aviez pas des jouets ou... Alors, sur les Mélanie, entretiens pardon. Mélanie, non, alors c'est effectivement l'enfant s'exprime avec ses mots. Hein. C'est pour ça que je disais on commence à partir. Enfin, le plus jeune que j'ai pu faire ou la plus jeune, c'est à partir de 2 ans et demi parce que le langage commence à être là. Il y en a où c'est pas possible. Hein. Il y a des enfants où le langage est déjà en place, donc il y a ces possibilités-là. Dans le temps, on utilisait beaucoup tout ce qui était dessin. On les faisait beaucoup dessiner. Maintenant, on ne le fait plus parce qu'on estime que, alors pour 2 raisons, que les dessins peuvent être interprétés différemment, hein, suivant l'enquêteur, et on perd vite l'attention de l'enfant aussi. Un tout petit, on peut avoir son attention, on va dire, pendant 5 minutes. Quand ils sont tout petits. 5 ans, on peut monter jusqu'à 10 minutes. Et encore, c'est compliqué. Il faut qu'on les ait le matin, pas l'après-midi. Il faut qu'on adapte les temps d'entretien. Quand ils sont plus grands, enfin, je veux dire, un adolescent, des fois, il faut même le freiner parce qu'on pourrait y rester l'après-midi complète. Hein. Des fois, on a des pipelettes. Alors, je suis un peu aussi, mais avec les enfants, voilà. Mais on a aussi les poupées, vous les avez vues sur les images. Certains enfants ont du mal à parler de leur partie intime. Non, alors soit parce qu'ils n'osent pas, on leur a expliqué, que ce soit à l'école, à la maison, qu'il ne faut pas parler de ça, donc c'est plus facile de montrer sur une poupée, des fois c'est beaucoup plus parlant, et l'enfant y arrivera plus facilement aussi d'expérience, quand le traumatisme est très, très, très important, c'est plus facile de le montrer plutôt que de le dire, ou de le montrer sur soi, de le montrer sur une poupée. Donc ils vont prendre la poupée, ils vont déshabiller la poupée et ils vont me montrer où ça s'est passé. Et ils vont bien me le montrer. Enfin, je veux dire, il y a des fois, les détails sont voilà. Même moi, verbalement, enfin, c'est un peu compliqué quand ils me le disent verbalement, mais quand ils le montrent sur une poupée, c'est compliqué aussi à voir, surtout quand ils sont tout petits. Donc on a ces moyens-là. J'en ai eu une, alors c'était pas ici, mais qui avait pu chanter, m'avait fait une petite comptine et me faisait sa comptine. Et c'était vraiment détaché, comme si c'était quelqu'un d'autre, parce que c'était plus facile pour elle d'expliquer, ou il me le montre sur le doudou aussi des fois. Voilà, c'est le doudou qui sert pour me montrer les choses. Voilà. Oui. Attendez, je vais vous donner un micro. Merci. Justement, par rapport à ces enfants, pourquoi les sortir de leur contexte, je dirais, familier ? C'est-à-dire ? Pourquoi les interroger à l'extérieur de leur domicile ou d'un endroit familier ? Est-ce qu'au contraire, ça aide ou Alors, d'effet de l'enregistrement, déjà, parce qu'on aurait du mal à amener tout le matériel au domicile des parents. Quand ça se passe chez les parents, de rester dans le lieu où ça s'est passé, c'est quand même assez compliqué. Donc le fait d'en sortir, c'est quand même, voilà. Ce que je vous disais, la gendarmerie ou la police, c'est un peu compliqué je vous dis, même un adulte, ce que je disais tout à l'heure, de faire la démarche, de venir déposer plainte. Ça peut être traumatisant. Pour un enfant, c'est d'autant plus traumatisant. Je vous dis, moi, j'interviens en uniforme. Donc déjà, l'uniforme, ils savent ce que c'est. Hein. Ils arrivent bien à me resituer. Et le plus souvent, c'est pas me resituer parce que je suis gentille. Hein. C'est me resituer parce que je suis souvent sur le bord de la route, que je verbalise papa, maman. J'en passe des meilleurs, j'ai des noms d'oiseaux, voilà. Et ils ne me voient pas du tout dans le sens où je suis là pour les aider. Et, oui, ça fait rire, mais malheureusement, les enfants, c'est comme ça qu'ils nous voient. Hein, parce que quand je fais des interventions dans les écoles, c'est souvent ça. Donc, il y a tout ça. Puis on est là pour mettre les vilains en prison. Donc, ils voient ça. Les policiers, eux, travaillent en civil. Moi, je fais le choix. Alors, on aurait le choix. Il n'y a rien qui est écrit dans le code de procédure pénale disant que je dois intervenir en tenue. Mais moi, je fais le choix d'intervenir en tenue pour que les choses soient bien posées. Voilà, tout à fait. Moi, je suis là pour les aider. Je ne suis pas là, je ne m'occupe pas mon travail sur le moment, c'est eux. La priorité, c'est eux, pour qu'ils comprennent que la justice est là pour eux. Et le fait de faire ça dans une salle qui est bien étudiée, qui est, chaleureuse, c'est quand même plus facile aussi pour la mise en confiance.
le fait que moi j'intervienne chez eux, enfin si on faisait ça chez eux, je rentre dans leur intimité. Alors que là, on les extrait et ça permet aussi qu'ils se détachent de tout ça. Chez eux, il pourrait y avoir un prérequis d'entrée de chez des gens très à l'aise ou des gens très modestes et d'avoir un prérequis. Non, alors non. Alors moi je fonctionne pas du tout comme ça, mais oui et non, parce que dans ce cas-là, je pourrais faire la même chose quand je vois les parents qui sont dans la salle d'accueil ou la façon dont habiller l'enfant. Donc non, moi c'est pas, enfin voilà, moi c'est l'enfant. Et s'il fallait intervenir dans les familles, parce que ça nous arrive de temps en temps d'intervenir, parce qu'on nous appelle le soir, où on intervient. Alors le plus souvent, c'est quand ce sont des adolescents où on intervient. Oui, on rentre dans les maisons, donc on voit ce qui se passe dans les maisons. Et par contre, là, c'est très compliqué, dans le sens où l'adolescent, il ne va pas parler librement parce qu'il y a un de ses deux parents qui est sur place. Parce que voilà, donc ça... Mais même pour les petits, ils restent quand même loyaux vis-à-vis de leur agresseur. Ce sont leurs parents ou ce sont le papy qui est très gentil ou le tonton. Quand je dis le tonton, c'est l'ami de la famille qui s'occupe d'eux quand papa et maman n'est pas là, lui fait des cadeaux. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il y a quand même cette histoire de loyauté envers l'adulte qui est autour et qui est le mis en cause. Donc le fait de sortir, de l'extraire de l'endroit dans lequel ça se passe, c'est une facilité aussi pour moi et pour lui de libérer la parole. Et c'est le but. Merci. Encore une question. Excusez-moi, je voulais juste savoir, est-ce que la parole est plus facile parce que vous êtes une femme ? Oui et non. Oui et non. Je ne sais pas, alors j'ai pas de collègue masculin ici pour pouvoir répondre, donc voilà. Sur les 18 ans, bientôt 19 ans que je fais ça, je ne peux pas dire que j'ai eu autant de petites filles que de petits garçons. Je ne suis pas sûre que ce soit plus facile parce que je suis une femme, que je peux être une maman, qu'ils peuvent me voir de cette manière-là. Je me suis fait virer une fois d'une salle où l'enfant n'a pas voulu me parler, c'était un petit garçon. Voilà. Et a voulu parler à un de mes collègues. Alors ça, c'était tout à fait au début de ma vie de Mélanie. A préféré parler à mon collègue masculin. Et j'ai fini par avoir le fin mot de l'histoire, c'est que dès le départ, il s'était rendu compte que je savais qu'il était en train de me mentir. Et qu'il s'est dit que ce serait peut-être plus facile de parler à mon collègue masculin qui était beaucoup plus... qui ressemblait à un nounours. C'est un peu, voilà, mais qui ressemblait à un nounours. Et voilà. Et sauf qu'à la fin de l'entretien, avant que mon collègue finisse avec l'enfant, où on a pu échanger tous les deux, et pour qu'il revienne avec l'enfant, moi je lui dis, il est en train de te mentir, et demande-lui pourquoi il a voulu m'enlever qu'il n'a pas voulu qu'on continue tous les deux. Alors que le départ commençait très bien, la mise en confiance, ça a été très très bien. Et quand il a fait son récit libre et j'ai commencé à poser les questions, c'est là où ça s'est gâté pour lui, quoi. Et pour moi aussi, forcément. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est plus facile. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même une grosse majorité de personnel féminin. Mes collègues masculins, pour en parler, ceux avec qui je travaille tous les jours, sont, très mal à l'aise dans tout ce qui est affaire de mœurs, que ce soit mineur ou majeur. Et après, il faut avoir quand même une sensibilité assez particulière sur ce domaine-là pour pouvoir le faire. Ça fait 18 ans, je m'en porte pas trop mal, je pense. Même si des fois c'est un peu compliqué quand je rentre à la maison. Des fois c'est un peu compliqué quand la semaine se finit, sachant que la semaine prochaine, je suis censée en faire 3. Donc voilà, il y a des histoires qui sont... des enfants où c'est plus facile que d'autres. Il y en a que je vais avoir oublié depuis le début, on va dire, de ma carrière. Mais il y a des petits fantômes avec lesquels je vis et je vivrai jusqu'à la fin de ma vie et que je n'oublierai jamais. Et ça, c'est compliqué, même si, effectivement, alors moi, je ne fais pas de parachutisme, je ne fais pas de saut, plongée sous-marine ou autre chose. J'essaye de faire un peu de cuisine, de pâtisserie et je marche beaucoup.
Mais voilà, il y a quand même des fantômes qui s'accrochent à nous et c'est des petits fantômes très, très sympas et que des fois, je n'ai même pas envie d'oublier. Voilà, c'est surtout ça aussi, je n'ai pas envie de les oublier. Mais depuis 18 ans, ça en fait beaucoup. Et heureusement que je ne les garde pas tous en moi parce que je pense que ça deviendrait très, très compliqué. Par contre, il faut savoir qu'il y a certains de mes collègues qui arrêtent au bout d'un certain temps parce que ça devient trop compliqué à gérer pour eux, émotionnellement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être formées à l'avenir? C'est un peu compliqué. Si je parle politiquement correct, j'espère que oui, beaucoup. Au niveau de la gendarmerie, non, c'est compliqué parce qu'il y a un coût financier, il faut faire intervenir des professionnels. Comme je vous ai expliqué, voilà, j'ai fait de la psychologie aussi sur une semaine. Donc ça veut dire que ce sont des professionnels qui viennent en dehors. Pour pallier à ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai formé du personnel, 11 personnels sur l'arrondissement de Poitiers. Sur les autres arrondissements, que ce soit Montmorillon ou Châtellerault, ça n'a pas été fait. Parce que ça, c'est pas forcément c'est pas que c'est pas une volonté du commandant de compagnie, mais c'est que voilà, il faut trouver des personnels aussi intéressés. Une formation, c'est pas évident non plus. Alors la formation de la gendarmerie, alors il faut savoir que quand on arrive en brigade, comme c'est mon cas, on est polyvalent. On fait tout. Hein. En plus, mon rôle actuellement, moi, c'est commandant d'unité, donc ça veut dire que je fais beaucoup d'administratif, du RH, et je fais ça à côté. Je fais les enquêtes judiciaires, je vais beaucoup moins sur le bord de la route, mais ça fait partie du travail de l'enquêteur départemental. Et pour être efficace, il faut se spécialiser. Et c'est très compliqué. Surtout au sein de la gendarmerie. Ça l'est beaucoup moins au sein de la police, puisqu'on parlait tout à l'heure de la brigade des mineurs. Ce sont des personnels qui ne font que ça. Alors ils sont 4, 5, 6, je ne sais pas combien ils sont sur le département. Alors sachant que ils interviennent que sur Poitiers, la brigade des mineurs. Hein. La gendarmerie, on travaille sur le reste du département. Donc notre territoire est beaucoup plus étendu. Et on n'a pas de personnel dédié à ça, on n'a pas de brigade dédiée à ça. On y arrivera peut-être un jour. Il avait été question à un moment qu'on fasse ce qu'on appelait la brigade des familles, où on englobait des personnels qui étaient formés pour tout ce qui était violence intrafamiliale. Je suis formée pour ça aussi, violences faites aux enfants, et que cette brigade gère les dossiers les plus importants, on va dire. Ça ne s'est pas fait, mais ça va peut-être se développer maintenant. Oui, il est possible. Maintenant, à la sortie de l'école gendarmerie, le temps dédié à ces spécialisations n'est pas possible. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur les techniques d'audition des victimes, oui, mais pas dans ces domaines spécialisés. Voilà, c'est trop compliqué. J'ai pas vu quelqu'un lever le doigt. Ah oui, tout à fait. Comment ça se passe si la victime refuse de parler alors qu'il y a des faits, que ce soit pour un mineur ou un adulte? Merci. Ce sera la dernière question de la soirée. Alors, je vais parler pour les mineurs. Donc, le plus souvent, ce sont les parents, les proches ou l'école qui signalent les faits. Quoi qu'il en soit, il y a un entretien qui est mis en place. Après, soit je suis très douée et j'y arrive. Je ne vais pas me faire de fleurs, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Soit effectivement, c'est plus compliqué, mais j'arrive quand même à avoir certaines bribes qui me permettent de pouvoir quand même établir la véracité de ce qui a pu être dit par les témoins. Après, avec un adulte, c'est un peu le même ressort. Hein. On essaye par des biais détournés pour arriver à avoir un maximum d'informations. Voilà. Des fois, c'est très, très compliqué. Et des fois, alors surtout chez les majeurs, des fois, les femmes ne veulent... parce que, si on va parler des violences faites aux femmes, il est très difficile, quand elles n'ont pas envie de parler, qu'on arrive à avoir des éléments. Et ça complique effectivement les choses pour la suite de la procédure. Même s'il y a des faits. Alors après, ce sont les examens médicaux qui peuvent attester, mais c'est compliqué. Quand on a des témoins, c'est ce qu'il y a de mieux.
Mais les violences intrafamiliales, c'est compliqué parce que ça reste dans le sein familial. Donc les témoins, c'est compliqué à en avoir, surtout quand ça se passe entre monsieur et madame. Et que les témoins peuvent être victimes aussi, si on a les enfants ou voilà. Un voisin peut témoigner, tout à fait, en disant qu'il entend du bruit, que madame a crié, qu'il l'a vue sortir en pleurs, qu'elle avait des traces. Oui, 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 oui. On était sur la dernière question. Voilà. Merci à vous. Vous pouvez nous remettre les questionnaires de satisfaction si vous voulez. La prochaine soirée sera le 13 février et le thème sera bientôt dévoilé dans les réseaux sociaux, sur le site internet et dans la presse. À bientôt.